Émission 805. Cette semaine, Superman and the Authority. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, l'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis d'une équipe dont les membres sont uniques. Eh oui, sont uniques. Je vous les présente à l'instant. Le premier est papa et fait des films de cinéma du collectif Roadkill Superstar, Johan Carl Wissel. Salut Johan. Bonjour Benoît. Merci Johan d'avoir accepté d'être présent cette semaine parce que j'étais tout seul. Ma foi, la saison estivale a achevé tout le monde. Fait que, all by myself. un petit peu. Ouais. Don't wanna be all by myself. Fais-moi pas regretter de t'avoir invité par contre. Et vous savez maintenant pourquoi je ne suis pas devenu chanteur. Exactement, c'est pour ça qu'il fait des films de cinéma. Ouais, c'est une grosse période estivale. En ce moment, Gauthier est je pense qu'il est à Hawaï. Et tout le monde est un peu en vacances, donc pour l'instant, je suis tout seul. Non, je continue. Non, s'il vous plaît. Si je me mets à chanter toutes tes interventions, ça va être Ça va être longtemps. On va être ici pour une bonne soirée. Mais Johan, je voulais savoir comment, avant de commencer l'émission, comment t'as trouvé ta 800e? Parce qu'on s'est parlé depuis la 800e des Mystérieux, mais je pense pas qu'on s'en ait vraiment parlé dans les détails. Comment t'as aimé ta soirée? Ou t'as peut-être pas aimé ta soirée, je sais pas. J'ai détesté ça. C'est ça, je me dis. C'était magique. Cool, ça hein? a fait du bien de faire un show devant du monde. Mm-hmm. Puis d'avoir la réaction directe. Ouais. Tu sais, de savoir... Tu sais, quand tu dis quelque chose de drôle, ça rit tout de suite. Mm-hmm. C'est le fun. Ça c'est fait le fun du de bien. le savoir. Oui. Mais juste aussi... parce qu'avant le show, je suis allé hang out. Mm-hmm. Je suis sorti au restaurant et après au bar avec les membres Patreon qui sont sur le Discord. Yes. Probablement pas tous, mais on était une grosse clique, puis c'était le fun de tout hang out, tout le monde ensemble. Puis, Ouais, c'était une belle gang. de voir des gens, hein? De voir des gens en vrai, puis c'est du monde, en tout cas pour moi, puis je sais que tu es très présent aussi sur le Discord des Mystérieux Étonnants, que c'est des gens que je connais, mais que j'avais jamais vus depuis 3 ans, depuis le début de la pandémie, donc ça fait super du bien de mettre un visage associé à l'avatar. Puis c'est très cool, puis pas du tout gênant, on m'a dit que ça coulait super bien la conversation. Notre ami Phil Tremblay était présent. Il y avait, comme tu disais, du monde du Discord. Mais la soirée comme telle, moi, ça a été un gros highlight. Puis j'ai réécouté souvent tes segments de la femme qui... Pas la femme qui aimait trop, excuse-moi, ça c'est notre ami Étienne Forêt du côté des Sidérés. Non, tes segments de trailer érotique avec toutes nous autres, puis Shannon Tweed. C'est vrai. Il me reste 1 ou 2 épisodes à poster sur les Mystérieux. Je viens de réaliser que j'ai réoublié de continuer à les poster. Ouais. Mais t'es occupé pas mal, tu travailles sur plein de projets en ce moment, là. Oui, j'étais supposé... Tu sais, quand je t'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je suis là pour l'émission, je suis supposé avoir une semaine plutôt relax. En fin de compte, j'ai eu une semaine, comme on dit communément en québécois, une semaine du tabarnak. Ouais, une semaine de marde. Je suis fatigué, là. Ouais. Ça a été tellement quelque chose, pas beaucoup de sommeil. C'est que soyez indulgents avec moi aujourd'hui. Je suis pas au top de ma forme. C'est correct. On va faire comme on peut. Déjà en partant, on fait un show, là. On n'a jamais manqué une semaine des Mystérieux en 17 ans, là. Fait que laissez-nous un break un peu, là. Ouais, donnez-nous une chance. T'as-tu un highlight, toi, de la 800e que t'as particulièrement aimé? T'as-tu un moment en particulier? Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. J'ai repensé aussi beaucoup à la chronique de Jake. Mm-hmm. Tu sais, notre passé, puis après notre futur. Mm-hmm. Puis, tu sais, sa chronique était pour être drôle et tout ça, mais il y a quelque chose de nostalgique autour de ce qu'il dit, mais c'est aussi comment les Mystérieux Étonnants, tu sais, à quel point c'est rassembleur et que il y a tellement d'amitié puis d'amis qui sont nés autour des Mystérieux Étonnants. Absolument, oui. Moi, je sais que c'est une conversation que tu as eue avec Jake aussi au lancement de Turbo Kid, là, la BD, l'intégrale. Là. Ça a l'air que vous avez eu cette conversation-là. Ça m'a...
Ouais, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup, beaucoup dans la tête depuis la 800e. C'est, tu sais, je pense que c'est quelque chose d'incroyablement important dans ma vie, les Mystérieux Étonnants. Ben, je suis content de l'entendre. C'est très important pour moi. Mais j'espère que ça l'est aussi pour même les gens qui écoutent. Puis tu sais, je me dis, tu sais, tous ces gens-là, encore si on revient encore au Discord, tu sais, tous les gens qu'on parle à travers le Discord tous les jours, mais de pouvoir les rencontrer, tu sais, ben là, ça devient des amis. Puis, tu sais, je sais pas, il y a comme... C'est ça, les Mystérieux Étonnants. C'est comme plein de monde qui se greffe ensemble puis qui s'apprécie. Ouais, mais je pense que cette énergie-là est là depuis quand même un bon moment. Moi, je veux que ça soit quelque chose de rassembleur. Je préfère de qui... tu sais, la qualité avant la quantité. Puis, tu sais, c'est une affaire. Et malgré ça, on manque pas une seule semaine. Exactement. mais tu sais, au niveau de l'approche, puis au niveau de la relation qu'on a avec nos auditeurs, puis de la manière qu'on traite aussi des sujets dont on parle, puis même quand on n'aime pas quelque chose, je pense que tout ça fait en sorte qu'il y ait des gens qui se retrouvent là-dedans et qui se retrouvent pas nécessairement dans d'autres types de podcasts ou de contenu qu'ils consomment. Je veux pas dire qu'on est the fucking best. Ce que je veux dire, c'est que je pense que notre approche est peut-être plus humaine de ce qu'on est habitué. Puis quand ça vibre chez les gens, ça vibre fort. Je pense que c'est ça. Ça fait partie un peu de... Mais oui, je suis d'accord. Moi, c'est super important pour moi, les mystérieux. Sinon, ça serait quoi la job puis payer le loyer? Là? Ça serait longtemps. Là. Puis, tu sais, en même temps, l'autre chose que je trouve vraiment géniale des Mystérieux Étonnants, ça, c'est pour moi, c'est comme... je travaille beaucoup en anglais ces temps-ci, ça fait que je vais avoir énormément d'anglicisme, c'est parce que je parle tout le temps en anglais. C'est comme si on avait un petit diary aussi de nous. Tu sais, on a un journal. Un journal intime. Un journal intime, c'est ça le terme. Tu sais, je sais tous les lundis pendant tant d'années, tu sais, c'est où j'étais, qu'est-ce que je faisais, puis avec qui que je parlais. Tu sais, il y a comme quelque chose. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour se souvenir d'où on a été, qu'est-ce qu'on a fait. Je sais pas. Tu sais, personnellement, c'est ça. C'est pour ça que je continue à y penser à la chronique de Jake, là, à quel point. Puis je pense qu'on va faire les Mystérieux Étonnants, mais tu sais, on a fait des farces, j'ai fait des farces à propos d'où qu'on va être dans le futur, mais je pense qu'on va être en maison de retraite, toute la gang ensemble, puis on va faire encore le show. Je sais pas si rendu là, le monde va nous écouter, mais je pense qu'on va le faire au pire pour nous autres. Ben écoute, je sais pas pour les autres, je peux pas parler pour Simon, Jake et les compagnies, mais moi, tant que j'ai du fun, puis tant que ça m'apporte quelque chose dans ma vie, je vais continuer à le faire. Tant qu'il y a aussi que les gens vont être à l'écoute, on le sait que les gens sont à l'écoute, donc ça c'est bien de pas parler dans le vide. Mais moi aussi, ça m'a touché la chronique à Jake parce qu'il y a un moment où il mentionne, parce qu'on fait des prédictions pour le futur, où on se dit où on veut être, puis en fait, il relate des prédictions qu'on a faites dans le passé. Puis il y a des choses que j'avais pas réalisées qui s'étaient concrétisées. Comme c'est un peu fou. Moi, je suis un nobody. Là. J'ai le parcours de Forrest Gump. J'ai fait plein d'affaires, mais je suis pas connu. Puis c'est bien correct comme ça. Mais j'en ai eu un talk show. J'en ai eu même plus qu'un. J'ai eu celui de Fantasia. J'étais interviewé avec la gang de World Kill là-dedans. Je l'ai eu à Frisson. Puis je pensais jamais avoir ça de ma vie. On a interviewé Guillermo del Toro dans le temps pour Fantasia. Il y a plein de choses que j'avais pas réalisées, que je voulais faire, puis finalement, on a réussi à accomplir. Puis ça, c'est grâce à la chronique à Jake. Puis sinon, j'avais jamais réalisé ces choses-là. Ouais, puis pense-y. Ouais. Tu t'es assis, tu as eu une conversation avec comme un des géants du cinéma. Oui, il était déjà big à l'époque, mais maintenant, depuis, il a juste continué. Ah non, je parle pas de Guillermo, je parle de moi. Mais je veux dire... Hey oh! Hey oh! Non, mais, blague à part. Non, mais, tu sais, c'est fou, là. Ouais. Comme Guillermo. Ouais, ça reviendra pas. La légende. Mm-hmm. C'est fou, tu sais, juste y penser. Ouais. Tu t'es assis, tu as eu une conversation avec lui. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons pour toi, tu sais. Mais j'ai pas tant eu une conversation, par exemple, avec lui. Puis il y avait notre ami commun là, qui menait plus l'entrevue, là, Éric Boisvert, qui était présent, là, qui est un réalisateur qui est maintenant rendu à LA. Mais, qui réalise la porn. Oui, il réalise de la porn. En fait, il réussit très bien. On fait des blagues, mais il réussit très bien dans son milieu de porn. Il a gagné plein de prix. Oui, il a gagné meilleur réalisateur l'année passée. Oui, puis il gagne très bien sa vie aussi à voir les chars qui s'achètent. Oui, non, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Disons qu'il a fait les meilleurs choix que nous autres, probablement. Oui. Ouais. Qui aurait cru qu'il y avait autant d'argent dans la porn? Dans la porn, encore en plus. Il donne le produit, d'où c'est qu'elle vient, l'argent? Oui, c'est une bonne question, parce que moi, je connais pas personne qui paye pour de la porn aujourd'hui. Il me semble que c'est pas... en tout cas.
Mais bon, et puis l'autre affaire qui s'est passée récemment, non seulement la 800e, mais il y a eu le lancement de l'intégrale de la BD de Turbo Kid qui a été lancée à Arcade Montréal il y a la semaine passée de ça, je pense, ou l'autre avant. Ça va faire ça fait une semaine. Ça va faire une semaine. Puis toi, tu étais là, Jake était là, toi, tu représentais RKSS, Jake représentait lui-même parce que c'est lui qui a dessiné la BD. Puis j'étais supposé animer le Q&A, j'en avais même parlé à l'émission. Malheureusement, j'ai pogné un petit virus dans les jours qui ont suivi, qui ont précédé, pardon. J'étais allé voir ma nièce puis ma famille, ça arrive sud, puis elle m'a donné son petit virus de bébé. Fait que ma gorge était vraiment là, le mardi, puis ça faisait 3 ans que j'avais pas été malade, était tellement enflée, puis j'avais tellement mal que j'ai dit à Gauthier, je pense pas être en mesure de pouvoir animer le Q&A. Mais je voulais savoir comment ça s'est passé parce que Jake m'a raconté qu'il y avait une file. Vous n'avez pas arrêté de dédicacer, non? Non, c'est fou. On a commencé à 7h30 puis on a arrêté quand ils ont chassé de la place. C'est fou. Ça a été sans arrêt. Puis, tu sais, je veux dire, faut que je donne crédit et des entre guillemets radiophonique à Jake. Il a fait quand même comme 3h30, 4 heures d'affilée de dédicaces. Parce que moi, quand je reçois, je signe, je fais un petit bonhomme sourire. Certaines... Allô? Oui, je t'entends. Non, je t'entends. OK, j'ai perdu mon image pendant une fraction de seconde. Ça arrive. J'ai peur d'avoir tout perdu. Non, t'es là. Il y a des backups. Ouf. OK. Je reprends. Où je signe mon nom. C'est that's it. Lui, il fait un dessin par personne. C'est comme... À la fin, j'étais fatigué, mais c'est rien comparé à ce que tu faisais. Tu faisais juste signer ton nom? Tu faisais juste signer ton nom dans quoi? Oui, puis moi, je jase. Pendant que Jake décide, moi, j'entertain par la voix les gens qui sont là. Ouais. Y a-tu des auditeurs des Mystérieux qui sont venus voir? Oui. Cool. Des fans du film Turbo Kid, des fans de Jake, des fans des Mystérieux Étonnants, dont Jules, qui fait partie du Discord. Des fans du futur jeu vidéo, des membres de l'équipe qui sont en train de développer le futur jeu vidéo. Parce qu'on pouvait jouer aux démos du jeu vidéo. Ouais, c'était une première, ça, quand même. C'était hot. Ouais. Il a l'air bien, man. Puis ça, faut le dire, le jeu, la BD, tout ça, c'est canon. Ça fait partie du même canon de Turbo Kid. Oui, mais avec des libertés quand même, surtout du côté du jeu, là. Oui. Ça reste canon. T'sais, ça reste que c'est un seul univers. C'est quand même fucked up, man. Tu réalises-tu que t'as un film que t'as réalisé qui a un spin-off? Il y a un univers de BD, puis il y a un univers de jeux vidéo qui est en train de se construire. C'est assez fou. Qu'est-ce qui nous manque, c'est une télésérie. Il manque des figurines. Puis une télésérie, on avait eu quelques figurines lors du Kickstarter, mais ils sont vraiment limités, puis il n'y en a pas beaucoup. Là. Si vous êtes un des chanceux qui a eu une figurine de Turbo Kid, j'espère que vous ne l'avez pas ouvert parce que... Ça bouge quelque chose. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais je pense que, tu sais, pour être comme Howard Stern puis être le roi de tous les médias, il nous manque un TV show. Nous voulons être le roi de tous les médias, avoir une création dans tout. Tu préfères une télésérie ou un cartoon du samedi matin? Cartoon du samedi matin. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Ça trahit notre âge, ça, Johan. Hey, Johan, j'ai un autre plug à faire avant, puis on va parler de nos nouvelles. Le jeudi 27 juillet, puis surprends-toi pas si t'es pas au courant, parce que je t'en ai pas parlé, mais il y a un autre enregistrement devant le public des Mystérieux qui va avoir lieu avec l'auteur Samuel Quentin dans le cadre du festival Juste pour rire. Donc, c'est à 17h le jeudi 27. Pour les gens qui veulent être présents, c'est gratuit. Ça va être dans la tente à podcast C'est quoi? De Juste pour rire. Donc, c'est une entrevue avec l'auteur de Vie des Misérables, de White Horse et de sa nouvelle BD, Shérif Junior. Attendez-vous pas à un show comme la 800e. Là, c'est plus, disons, plus sérieux, en guillemets, mais c'est une entrevue de fond qui va avoir lieu avec Samuel Quentin. Donc, le jeudi 27 juillet, à partir de 17h, ça va être 1h. Le show sera disponible plus tard, un mois plus tard, dans le feed RSS des Mystérieux Étonnants. Donc, on va avoir comme un show en backup. Mais ça s'en vient. Ça va être d'ici à 3 semaines. Là, on est comme, c'est ça. On est au début juillet. Donc, ça s'en vient très, 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 très vite. On peut pas être plus début juillet que ça. Là. Non, on enregistre aujourd'hui, on est le 1er juillet.
1er c'est la juillet. fête du Canada, je viens de réaliser. Ben oui. Je viens de trahir tes allégeances Bonne politiques. fête, Canada. Bonne fête, je Canada. m'excuse. Et voilà, je suis désolé. Je Hey, vais vas-y. pas oublier ton anniversaire. Je te promets, ton cadeau, il est dans la main. Oui, il s'en vient. Il s'en vient. Oui. Qu'est-ce que t'as, Johan, du côté de tes nouvelles cette semaine? Moi, j'ai comme plein de petites affaires. Je sais pas si je commence tout de suite à parler du Japanimation ou... C'est-tu une couple d'affaires oui. de jeux vidéo? Puis prends-les pas, Ouais, pourquoi pas? mets-les pas toutes, prends-les pas toutes. Moi, je vais avoir aussi quelques trucs de mon côté à partager avec les auditeurs. OK. Bon, ben parfait. Allons pour les jeux vidéo. C'est quelques petites affaires, quelques rumeurs. Cette semaine, il y a une rumeur qui est sortie du côté de Kotaku, comme quoi que Assassin's Creed 4, celui que le Black Flag, celui qu'on était un pirate, Oui. recevrait un remake. Ah oui, de tous les Assassin's Creed qui sont sortis, ils feraient un remake avec celui-là. Je suis un peu surpris. Ouais. Je ne savais pas que c'était un qui était si apprécié. Moi, j'ai un peu arrêté de jouer aux Assassin's Creed après le 3. Puis là, vu que Origin puis l'autre, là, Odyssey, est sorti sur Game Pass, je vais peut-être les essayer pour essayer de peut-être re-rentrer dans cet univers. Ils sont gratis en plus. Fait que... Je me pose la question pour Assassin's Creed 4, Black Flag, c'est que Ubisoft avait un jeu de pirate qui est comme en development hell depuis des années. Et je me demande s'ils n'ont pas essayé de récupérer une partie de la technologie de ce jeu-là de pirate. Puis vu que le jeu est pris en development hell, puis qu'ils ont déjà Black Flag, d'essayer de récupérer, tu sais, pas perdre tout l'argent complet du développement de l'autre truc, puis essayer d'utiliser ça pour relancer Black Flag. Je sais pas. Mais il me semble que c'est un gros plan B. Là. Écoute, c'est beaucoup d'argent pour un plan B. Là. Je sais pas si c'est vrai que... C'est peut-être pour pas perdre trop d'argent. En tout cas, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils font un remake de celui-là. Attends, c'est une rumeur ou c'est vrai? Non, c'est une rumeur. Okay. C'est Kotaku qui a sorti la OK, la mais rumeur. Kotaku sont habituellement... sont têtes. Ils sont souvent... C'est rare qu'ils sortent des rumeurs quand ils sont pas comme aux fondés. 3/4 sûrs. Fait que ça devrait avoir lieu. Moi, je suis intéressé. Moi, j'aime ça jouer les pirates. Puis je pense que la section qui était le plus intéressant du dernier Assassin's Creed que j'ai joué, qui était le 3, c'est quand tu étais un pirate. Puis c'est les moments qui étaient le plus intéressants. C'est avec un jeu complet d'Assassin's Creed pirate. Why not? C'est mon seul opinion. OK, c'est correct. Je pense que je peux pas pousser ça plus loin. Tu es en train de jouer à Red Dead Redemption, toi? Yes. Ouais, je suis full-on converti à Red Dead Redemption. Je suis obsédé par ce jeu-là. Je suis obsédé par le monde qui nous est offert puis le niveau de détail qui a été incorporé dans la création et développement de ce jeu-là. C'est vraiment un masterpiece. Là. Je ne sais pas si tu vas pouvoir déplacer ta save game ou que même que ça va exister pour de vrai. Il y aurait eu un rating cette semaine en Corée d'un nouveau Red Dead Redemption, mais pas un nouveau Red Dead Redemption, mais un remake du 2. Un remake du 2? Oui. C'est voyons. Du 1. C'est ça qu'ils ne savent pas. C'est soit un remake du 2 ou un remake du 1. Mais non, mais attends, le 2, ça tient encore très, très bien la route. Là. Ça serait vraiment ridicule de faire un remake. C'est un des plus beaux jeux. Tout ce qu'ils ont besoin de faire pour Red Dead Redemption, quant à moi, c'est de sortir une patch pour le 60 frames sur les nouvelles consoles. That's it. Puis laisser le jeu comme il est superbe. J'ai rencontré quelques bugs, mais très rares. Le seul bug que j'ai rencontré qui est assez courant, c'est quand tu veux, par exemple, monter sur ton cheval ou prendre quelque chose à terre, puis t'es pas exactement où tu devrais être. Fait qu'il y a comme une animation, tu glisses sur le plancher, sur le terrain, puis il va se placer, puis il faut que tu attendes que ça se place pour pouvoir récupérer le truc ou monter sur ton cheval. C'est gossant, mais sinon, j'ai très peu rencontré de bugs dans ce jeu-là. Quand il est sorti originalement, il y en avait beaucoup plus. Okay. Il y a même des compilations sur YouTube de bugs vraiment hilarants, là. Vraiment super drôles. Mais c'est normal. Ce genre de jeu-là, à la sortie, ça n'a pas le choix d'avoir une tonne de bugs. Ouais. C'est immense. Ouais. C'est immense. C'est un univers, là. Oui. C'est comme Skyrim quand il est sorti. Les premiers mois, c'est plein de bugs, puis c'est normal. C'est trop gros comme jeu. Tu es supposé de jouer 400 heures. Puis encore trouver du stock. Que... Mais cette rumeur-là, elle vient de où, Johan? De où t'as pogné ça? C'est juste que le board de rating, ceux qui donnent comme un R ou un T pour dire teens ou restricted ou whatever, en Corée,
vient de rater un Red Dead Redemption. Il n'y a pas de chiffre autour. Donc, d'après moi, c'est un remake du premier, Red Dead Redemption. Il y a eu des rumeurs qui traînent depuis longtemps autour d'un remake de Red Dead Redemption, puis qui aurait été cancellé par 2K parce que quand ils ont sorti le remake des... Par 2K ou tu veux dire par Rockstar? Rockstar est une sous-division de 2K. OK, merci, chef. 2K, c'est le publisher. OK. Les rumeurs étaient qu'il avait été cancellé parce que la sortie du remake des Grand Theft Auto, le 3, San Andreas puis Vice City, était sorti en très mauvaise posture, beaucoup de bugs. Tu parles des remakes qui avaient été du 1, 2 ou 3. Quel qui avait été? C'est ça. Ouais. Pas un 2 ou 3, c'est le 3, 3 San Andreas, Vice City. San Andreas. Ouais, il paraît que c'est dégueulasse. Là. Ils ont donné ça à un autre studio, puis l'autre studio l'a comme juste scrappé. Oui, c'est ça. Il paraît que ça s'est amélioré avec le temps, mais bon, c'est sorti en très mauvaise posture. Ouais. Puis là, comme le remake de Red Dead Redemption était un peu lié à ça, puis là, les grosses rumeurs, c'est comme 2K a décidé de le dropper parce qu'il ne voulait pas la même situation, puis tout ça. Mais là, le jeu aurait reçu un rating en Corée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part en Corée qui a joué à un Red Dead Redemption puis vient de donner un nouveau rating. La seule chose que je peux voir dans ce cas-là, c'est qu'il y a un remake qui est en train d'être fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de rater l'ancien jeu. Puis dans ma tête à moi, ça peut pas être le 2 parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Puis graphiquement, je te dis qu'il est plus beau que certains jeux actuels. Là, bien franchement. Non, puis j'ai l'impression qu'ils peuvent tout régler avec juste une patch. Remarque, ils vont ressortir Grand Theft Auto 5, là. Oui, je sais. Une patch. Ouais. Mais Grand Theft Auto 5 a genre 10 ans. Oui, ça, je sais. C'est pas un jeu qui est sorti en 98 comme Red Dead Redemption 2. Là. Ouais. En 98. Ouais, en 2018, pardon. Ouais. Donc, c'est probablement un remake du 1, mais ça n'a pas le choix. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement une preuve ou c'est comme on vous lit quelque chose dans peut-être... Mais il me semble qu'il y a souvent des fameux leaks qui arrivent par les systèmes de notation des jeux. Puis des fois, ça s'avère juste être une erreur stupide, puis d'autres fois, c'est réel, c'est concret. Mais les gens gardent l'œil là-dessus, puis c'est arrivé plusieurs fois qu'on a eu des jeux qui ont été annoncés par quelqu'un qui a mis officiellement une cote sur un jeu qui s'en vient, puis là, finalement, bang, c'est comme ça qu'on a l'annonce. J'admire les gens de l'Internet qui cherchent ces choses-là constamment, que tu sais, c'est comme se sont donné le défi dans la vie de trouver toutes les rumeurs. Ouais. Tu sais, qui regarde en Corée toutes les annonces comme de cotation, tu sais, c'est comme God bless you, là. Ouais. Merci de ta dédication pour nous tous, pour l'univers des rumeurs et des jeux vidéo. T'as-tu joué au premier, toi? T'avais-tu joué à l'époque sur 360? Comment? Parce que moi, c'est ça qui m'a épaté quand j'ai commencé le deuxième. C'est tellement un autre type de jeu que j'en étais en fait, comment je peux dire ça? J'étais pas apeuré, mais j'étais comme vraiment perdu. Parce que je venais de jouer au 1, puis j'ai sauté au 2 directement après, quand j'ai fini le deuxième, l'expansion, Undead Nightmare, et c'est tellement une autre approche. Le premier, comparativement au 2, c'est un jeu d'arcade. C'est un système qui est beaucoup plus arcade. Fait que je suis curieux de voir s'ils sont pour faire un remake, est-ce que ça sera un remake juste esthétique, ou ils vont aller jouer dans les mécaniques. Ils vont essayer de le rapprocher plus à un jeu qui serait proche du 2, par exemple. Mais ça m'intéresse parce que ça serait, là, si on parle d'une autre expérience de jouabilité, et j'y retournerais, j'achèterais un remake juste pour jouer avec les mécaniques du 2 si c'est le cas. Là. Mais je pense que ça serait trop compliqué à faire. Peut-être, là, je parle à travers mon chapeau. Ouais. Mais je pense que ça serait trop compliqué de réencoder tout le jeu, les animations, tout ça, ou d'essayer de porter le 1 dans le 2. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça serait compliqué, ça serait tellement de travail, puis j'ai l'impression que 2K, quand ils font leur remaster, là, je base ça sur celui de Grand Theft Auto, c'est plus un genre de quick cash grab que plutôt vraiment redonner comme l'expérience. Là. Je comprends. Fait que ça serait graphiquement... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que graphiquement, mais ça serait le même type de gameplay. Ça serait... Tu sais... Ouais. Je pense pas qu'ils peuvent se donner... Parce que c'est vraiment réencoder toute l'engine d'animation, refaire
les scènes vidéo, tout ça, j'ai l'impression que c'est trop. Là. C'est too much pour juste un remaster. Ouais. Ayons vas-y, continue. Oui. J'allais dire... il sait quand ça fait ça. Vas-y, puis je t'interviens après. J'ai l'impression que le but, c'est de faire un profit facile. OK. Ouais. OK, donc un remastered, peut-être juste un peu graphique, puis ça va être ça. J'allais dire, peux-tu monter juste un petit peu le son de ton micro? Il me semble que t'es bas, puis on va... Vas-y donc, on va. Là, je suis pas pire. Ouais, t'es pas pire, là. Ça a l'air d'être pas pire. Je te le dirai après. Je vais essayer de garder ma bouche plus proche. C'est correct, ça va être bon, ça. T'es-tu correct? T'as-tu autre chose par rapport à tes rumeurs ou tu veux que j'embraye? Une petite dernière rumeur. Vas-y donc, bon. Le Tencent, le géant du jeu vidéo, qui est comme la plus grosse compagnie de jeux vidéo au monde. Compagnie chinoise, hein, c'est ça? Oui. Ceux qui font Genshin something, là, le jeu qui a rip-off Breath of the Wild. OK, oui. Sortirait un Animal Crossing. C'est ça la grosse rumeur qui est sortie il y a quelques jours. Donc, quitte à rip-off Nintendo, allons-y all the way. Et prenons la prochaine franchise que Nintendo fonctionne aime beaucoup. Et essayons de faire ça. Donc, ce serait pas un Animal Crossing, mais un Animal Crossing entre guillemets radiophonique, c'est ça? C'est ça. Okay, ça. Oui. Parce qu'ils peuvent. Donc, c'est-à-dire, ils vont prendre tous les éléments de Animal Crossing, mais ils vont mettre des filles en bikini parce que je pense que c'est ça, Genshin. OK. En Japan Animation. Mais oui, c'est assez spécial. C'est comme tout leur gros succès qui sortent de ce studio-là semble vraiment être des rip-offs de d'autres choses. Hein. Je pense que c'est un peu le Nintendo fanboy dans moi qui est critique de ce côté-là. Là, parce que tout le monde imite tout le monde. Là. Ouais. C'est ça l'univers. Attends, on dirait que quand t'imites Nintendo, on dirait que ça me dérange plus. T'es Nintendo fanboy, toi? Ah, un petit peu, ouais. C'est la seule compagnie que j'ai plus de misère à être critique. Ah ouais? Il me semble que je te vois souvent parler sur le Discord des Mystérieux dans la section jeux de jeux vidéo, mais rarement de Nintendo. Ouais, ben ça donne de même. Je sais pas pourquoi ça donne de même. Je pense que c'est ça, mais non, c'est la... Tu sais, je suis pas un vrai fanboy, mais j'aime beaucoup qu'est-ce que Nintendo fait. T'as-tu acheté toutes les consoles depuis le NES de l'époque? Oui. J'ai jamais pas eu une console de Nintendo. Là. Nice. J'ai eu la Wii U. Là. J'ai eu la fameuse Wii U. La console qui est comme entre une craque de sofa. Là, c'est... Ah oui, OK. T'es-tu une Wii? Non. Mais t'es pas la nouvelle console de génération? Mais pas vraiment. T'es quoi? Je suis la Wii U. Wii U? Sure, OK. Ouais. T'as une tablette, mais marche pas trop loin de ta console parce que ça fonctionne plus. Pourquoi? C'est vrai, la distance avec la console, c'est un enjeu? Oui, pourtant, là, tant que tu restes dans la même pièce, c'est juste, tu sais, c'était pas portatif, là. Tu sais, je pouvais pas prendre la manette et aller dans la cuisine, là. Je perdais le... Tu sais, je sais pas pourquoi donc, t'as une obsession pour la Switch puis la Steam Deck, là, comme t'arrêtes pas de parler de la Steam Deck. Moi, je comprends pas de l'intérêt de la Steam Deck. C'est juste que tu peux jouer à des jeux PC, mais n'importe où. Oui, mais c'est ça. C'est comme la Switch. C'est juste que moi, j'aime beaucoup la Steam Deck puis la Switch parce que je prends l'avion souvent. Ah oui, c'est vrai. Hein, pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça me permet de passer ce temps-là dans le tube en métal beaucoup plus rapidement. Oui, le tube en métal a des milliers de mètres dans les airs. Oui, je sais, tu sais, comme... J'ai jamais pris l'avion, hein, fait que... Ouais, tu sais, c'est merveilleux les premières fois, mais à un moment donné, c'est juste long. C'est juste fucking long. Ouais. T'as-tu vu les annonces concernant Mario RPG, le remake, justement, puis... je suis excité. Fuck, man. T'as aucune idée. Mais yes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'aime le nouveau... Il y a un nouveau platformer aussi de Mario qu'ils ont annoncé Wonder. en 2D. Ouais. Ouais, puis je le trouve incroyablement beau. Ouais. Mais 2... le gameplay a l'air vraiment le fun. Là. Je suis comme très excité pour ça. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis excité pour Mario RPG, mais je sais déjà que je vais aimer ça parce que j'ai déjà joué au jeu. Okay. Mais l'autre, je suis vraiment, vraiment excité. Il a l'air d'avoir... Encore Mario, il réinvente pas la roue, mais il s'assure que leur nouveau jeu de Mario est encore plus fun. Tu sais, ils trouvent une façon de tout le temps être meilleur. Il me semble que on avait parlé avec Rémi la semaine passée, puis Guilla, puis moi, j'ai pas joué au RPG, fait que je suis vraiment Mario RPG, fait que je suis vraiment content qu'il y ait un remake, parce que ça va me permettre de pouvoir y jouer sur ma Switch. Et le Wonder, ça fait longtemps... Oui, je les aime, là, tous les Mario qui sont sortis, Galaxy et tout ça, là, je les trouve fantastiques, mais je m'ennuie des bons vieux Mario en 2D.
Et ceux qui sont sortis là, sur la DS puis sur la Wii U, là, les New Mario Bros, là, je les trouve pas si bons que ça, puis je les trouve assez répétitifs. Il me semble que j'ai dit ça la semaine passée. Fait que celui-là, j'espère qu'il va amener une nouvelle couche de jouabilité qui va être aussi le fun que ceux de l'époque, là, ceux qu'on avait, le 3 puis le World, là, les bons vieux side-scrollers. Là. J'ai l'impression que l'apogée de Mario ou l'apogée du side-scroller 2D, ça a été Super Mario Bros 3. Mais oui, j'ai un peu la même impression. Oui. C'est ça, c'était comme... Puis après, tout est devenu une déclinaison de ça. Mais c'est fou comment que Nintendo, en même temps, c'est les rois de l'innovation. Puis tout le monde les imite après. Tu sais, Mario 64 était en avance sur son temps. Mais là. Puis là, tout le monde a essayé de l'imiter après, mais personne, dans cette époque-là, a fait un jeu aussi bien fait que Mario 64, qui était le premier de son style. Puis il a vieilli depuis, mais à l'époque, il n'y avait rien de comme tel. Je me souviens que quand le 64 est sorti, puis ce jeu-là, man, il était en démo chez Toys R Us, là. Puis on y allait jouer juste parce qu'il ne voulait pas qu'on chill, mais on y allait pareil. Là. On comprenait pas. Pour nous, c'était les plus beaux graphiques ever. C'était un monde 3D fantastique. Il n'y avait pas plus rien de réaliste que ça. Aujourd'hui, tu compares, on voit qu'on a fait du chemin, mais ça, c'est un truc que tu soulignes qui est important, Johan, puis qui me gosse un peu. Nintendo, je trouve que c'est une compagnie qui est facile à y donner des coups de pied. Les gens, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console, regarde, je l'ai fait la joke tantôt de la Wii U, le monde détruit la nouvelle console, puis une couple de mois, puis tout le monde joue. Tout le monde est accroché à la Nintendo anyway, genre. Oui, oui, 100%. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle console de Nintendo, le monde sont les premiers à tomber. C'est quoi l'expression? Comme y aller avec des fourches puis des pieux, là, Chris. Là. Puis, tu regardes surtout dans les message boards d'enthousiastes de jeux vidéo là, qui sont un peu plus hardcore. Je pense qu'à tous les 2 ans, quelqu'un va... Puis un groupe de personnes va proclamer la mort de Nintendo. Ben là, c'est la fin de Nintendo. Là, Nintendo ne pourra pas continuer. Nintendo va falloir qu'ils vendent leurs jeux vidéo puis leur IP parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Nintendo est profitable. Nintendo va bien. Arrêtez. Ils sont pas... Arrêtez le doom and gloom avec Nintendo. Nintendo, ils survivent. Ils ont commencé en vous faisant des jeux avec des cartes. Maintenant, ils font des jeux vidéo. Il n'y a pas de stress. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui critiquent certains aspects de Nintendo. Par exemple, l'aspect jeu en ligne pendant longtemps était un problématique. Le store, par exemple, a été une grosse problématique. Celui-là encore, le store, il n'est pas bon. Là. Non, c'est pas optimisé. C'est ça que je dis. J'ai de la misère à parler contre Nintendo. Mais ils ont des défauts. Puis leur magasin, le store sur le Switch, c'est l'enfer. C'est pas bien fait, c'est pas bien monté. C'est Nintendo, je pense qu'on a de la misère à critiquer parce que c'est comme puncher grand-moment. T'es pas supposé faire ça. C'est un ami d'enfance, qu'est-ce que tu veux? Exactement, c'est ça. Fait que, ouais, cool. Mais t'as-tu fini tes petites nouvelles pour l'instant? Oui. Génial. On va retourner dans quelque chose que peut-être qui va t'intéresser. Puis moi, c'est un sujet qui me fascine. Peut-être qu'encore une fois, je vais trahir mon âge, mais je m'ennuie de l'époque où je pouvais juste allumer la télé puis tomber sur quelque chose. Je m'ennuie de ça. Oui, je pense que tu étais abonné au câble. Tu right? La fois que je suis allé chez vous, t'étais abonné encore au câble, je crois, non? Non, moi, j'ai plus le câble. C'est pas toi, c'est Simon qui est abonné encore au câble, je pense. Il s'est réabonné. Moi, j'ai une antenne. T'as une antenne? Nice. Ouais, comme dans le bon vieux temps. J'attrape les signaux. Encore plus old school. Donc, bon, écoute, j'adore les services de diffusion en continu, de contenu en continu. J'adore ça. Je ne suis pas abonné au câble. Puis, je suis probablement un des seuls au monde qui est abonné à Crave. Là. Personne n'est abonné à Crave. Je suis abonné à Crave. Tu es abonné à Crave, toi aussi. Mais on est dans les rares. Mais je m'ennuie de cette expérience-là, de pouvoir juste aller sur une chaîne puis découvrir de quoi. Et il y a des services qui l'offrent quand même. Shudder, je sais qu'ils ont une espèce de service de diffusion en continu. Tu peux y aller. Il y a une grille horaire, mais tu peux tomber en plein milieu d'un film. Puis il y a comme une découverte qui se fait qui est plus analogue, mais moi qui me plaît bien comme expérience. Et il y a un service qui existe, qui est sorti il y a une couple de mois de ça. J'en ai parlé au Mystérieux il y a une couple de semaines de ça, qui s'appelle Pluto.tv. Je sais pas si tu connais, Johan. Okay. Je l'ai entendu parler, mais... C'est un service de Paramount. Donc, c'est un service de diffusion en continu de contenu, d'émissions qui est diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas besoin de compte. C'est gratuit, mais il y a de la publicité. Donc, oui, c'est gratuit, mais il y a de la pub à chaque... un peu le même principe d'une émission de télé. Là, à chaque temps réservé, il y a de la publicité. Puis c'est pas très long.
c'est quand même assez agréable. Ils ont une offre de contenu sur demande, mais c'est surtout la diffusion 24 heures sur 24 qui est intéressante. Et ils ont des chaînes divisées par thème. Fait que tu peux avoir action, tu peux avoir comédie, tu peux avoir true crime, puis avoir plein de sélections, plein de choix. Et là, ils viennent d'annoncer, du côté de Bloody Disgusting, un nouveau service que je trouve, ma foi, excellent. Plutôt une nouvelle chaîne qui est vraiment excellente. Et c'est un auditeur qui m'a envoyé la nouvelle cette semaine qui s'appelle Alex, donc je le remercie. Ils vont diffuser une chaîne 24 heures sur 24 dédiée à Godzilla. Donc, on parle... Ah, c'est super! C'est vraiment cool. On parle non seulement des films de Godzilla japonais de la Toho, mais aussi, oui, ceux américains. En tout cas, celui de 97. Ouais, c'est ça, celui de Ronan Emmerich. Que les gens disent sur ce film-là, il va être disponible. Puis ça peut aussi inclure le dessin... L'iguane. Puis ça peut inclure aussi le dessin animé qui en est découlé. Oh! C'est que ça s'appelait Godzilla, puis c'était un crew, puis c'est... En tout cas. Donc, ça va être lancé le 1er juillet. Donc, c'est disponible dès maintenant. Malheureusement, c'est juste disponible aux États-Unis. Mais ce qui est le fun, c'est que comme vous avez un VPN, tu fais juste le mettre à, je sais pas moi, New York, juste ça comme ça. Puis vous avez accès à la chaîne. J'ai vérifié. Ce qui est drôle, c'est qu'il détecte la langue de ton navigateur, genre que ce soit Firefox ou Chrome, puis ils te mettent en français, puis l'interface va s'adapter. Ben, si tu changes ton VPN, quoi que tu sois aux États-Unis, il va l'adapter aussi en français. Fait que tu as accès à toutes les chaînes américaines en anglais, mais avec une interface qui est française. Sinon, le service Pluto TV existe au Canada. C'est juste que l'offre est différente. Mais si vous voulez avoir accès à la chaîne 24 heures sur 24 de Godzilla, il faut être branché sur un VPN américain. Il y a plusieurs films qui sont disponibles. La liste est disponible, en fait, sur l'article de Bloody Disgusting. Mais il y a 7 films qui seront exclusifs. Donc, le temps qu'ils sont disponibles sur Pluto.tv, ils ne seront techniquement pas disponibles ailleurs en même temps. On parle de Godzilla de 85, Godzilla vs. Bioente, c'est ça que je pense que c'est le titre. Godzilla vs. Je ne connais pas celui-là. King Ghidorah. On dirait un monstre comme d'Amérique du Sud. Ben, c'est Biollante. C'est peut-être que je ne le dis pas bien. OK. Biollante. Peut-être italien. Je dirais plus italien que... C'est un kaiju avec une grosse moustache. Oui. Hey, Godzilla! Qu'est-ce que tu fais sur moi ici? Tu mets de l'ananas sur ta pizza! Je vais te détruire! C'est pour ça qu'ils se battent. Quoi qu'ils n'ont pas besoin de raison de se battre. Godzilla vs. Ghidorah, on a Godzilla vs. Mothra, Godzilla vs. Mega Godzilla 2, Godzilla vs. Space j'ai écouté Godzilla. La fin de Mecha Godzilla dernièrement. Godzilla vs. Troya. Et tout ça, c'est les 7 films exclusifs qui vont être disponibles sur la chaîne de Pluto pendant un bon moment. Donc, c'est disponible Pluto.tv, Pluto.tv. Puis sinon, ben, même si vous n'avez pas de VPN, vous n'aurez pas accès à la chaîne Godzilla, mais il y a tellement de contenu. Puis encore une fois, ça imite la vieille technique de se brancher à la télévision. Puis là, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est vraiment le fun. De temps en temps, en fin de soirée, quand je ne sais pas sur quoi me décider à écouter, puis où j'ai pas vraiment envie de me concentrer sur quelque chose de particulièrement, je vais juste partir Pluto.tv. C'est disponible en navigateur, ça fait que vous pouvez y aller directement sur votre navigateur Internet ou à partir d'une application sur iOS et sur Android. Malheureusement, à ce jour, à ma connaissance, l'application n'est pas disponible sur PlayStation ou sur Xbox, ce qui serait le fun. Elle ne semble pas avoir été développée pour les deux consoles. Ouais, moi, je l'ai vu sur Alexa, le service d'Amazon. J'ai une boîte Alexa. Oui, c'est ça. Ouais, mais il n'est pas disponible. Que je n'ai pas acheté. J'ai 2 Alexa. Tu n'as pas acheté ça? Non, c'est Amazon qui me l'a envoyé. T'as envoyé ça? Pourquoi t'as envoyé ça? À travers mon agent. Je sais pas. C'est un cadeau. Il pourrait vous donner une job à la place, ça serait le fun. Mais non, mais c'est le tu sais, j'ai l'impression... je sais pas. C'est une manière de dire, hey, peut-être que vous avez un projet, poussez-le par ici. Ouais, c'est ça. On existe, tout ça. Mais oui, non, c'est à travers notre agent, on a reçu. C'est la première fois que je recevais du swag de cette façon. Nice. Non, c'est la deuxième fois. C'était quoi la première fois? La première fois, quand on est allé pour Summer of 84 à Sundance. À Sundance, ouais. J'ai plugué que j'allais à Sundance encore une fois. Moi, si j'avais été à Sundance, là, je pense que c'est toujours comment j'ouvrais mes phrases. Oui, je serais tout le temps en train de le plugger. Mais ils nous ont donné des pantalons de jogging Nike. Ils nous ont donné des pantalons de jogging, chandail et des souliers. Wow. Des souliers? Des running shoes d'hiver. Wow. Comme un peu plus chaud. Puis en revenant, je suis allé voir le prix, parce qu'ils sont beaux, là. Oui. Je suis allé voir le prix, puis c'est comme 300... C'était
dans le temps, là, ça fait plusieurs années, là, c'était 350 US la paire de souliers. Ouais. Oui, mais tu sais, la Pour compagnie eux autres, c'est leur rien. coûte pas ça. Non, là, c'est ça, exact. C'est comment qu'ils vendent en magasin. J'étais comme, j'ai jamais eu les moyens d'acheter des souliers. Attends, ça, c'est le festival de Robert Redford. Oui. Puis, Que j'ai rencontré 2 fois. Tu l'as rencontré là-bas quand tu l'as... J'ai dit bonjour de distance, là. Okay. Mais à toutes les fois de distance? Comment de distance? Genre de l'autre côté de la rue? Comment tu... Allô? Il y a un énorme ranch. Il Ouais. est très riche, Robert Redford. Yep. Puis tous les réalisateurs puis les écrivains, comme les créatifs, ils les invitent sur son ranch pour un souper. Wow! Ou qui fait un speech sur la création, puis tout ça, puis il raconte son... À son ranch, les gens viennent à son ranch. Oui, c'est ça. Puis pourquoi il a parti Sundance, puis pourquoi il croit dans le film indépendant, puis que qu'il faut faire des films aussi à l'extérieur des studios, puis tout ça, puis à quel point c'est important de pas toujours être, d'être capable de sortir du côté business de la business. Ouais. Puis il invite pas de distributeur, pas de producteur à ce nice. endroit-là. Ah, donc pas de sociopathe. Juste c'est seulement les créatifs qui y vont. Puis comme il finit son speech, là, puis t'as le goût c'est comme ben, j'ai plus faim, je veux juste une caméra, je veux filmer quelque chose maintenant. Ouais. Comme il est... Tu sais, il y a une énergie là que T'as-tu volé de l'argenterie quand t'es allé? Ou... Oh, j'arrête tellement. T'as duré juste une petite fourchette. Ouais. Une petite fourchette. La fourchette de Robert Redford. De Robert Redford. Mais il est vraiment fin. Puis à la fin, il se tient en ligne, puis le monde peut prendre des photos avec cool. lui. Il sait que c'est cool. Le line-up était trop long. Ouais, puis c'est gênant. Moi, je serais pas capable de faire ça. Je serais trop gêné. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait que de loin, comme. Il a fait un Il m'a fait un petit signe de tête, j'ai fait un petit signe de tête, puis c'était ça. C'était mon interaction avec Robert Redford. OK. Vas-y donc, Yoann, dans tes nouvelles. Oui, je voudrais vous parler. C'est pas une nouvelle, c'est juste un animé que j'aimerais vous parler. Ah. Ça s'appelle Ghost Stories. T'en écoutes pas mal d'animés quand même avec Marie, ta femme. Oui, moi, Marie est une méga fan d'animé. Elle a écouté les 1275 épisodes de One Piece. Oui, on sait pas comment elle a fait. Mais elle est à jour, là. Je comprends pas. Je pense qu'il y a personne qui est à jour à One Piece. Mais elle les a toutes vues. Elle a vu 100% des épisodes. Wow. Et je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de, des fanboys d'animé. Les fanboys d'animé peuvent être lourds. Oui, ils peuvent être lourds. Vous donnez la chance aux adaptations, puis tout ça. Elle est très excitée de l'adaptation de One Piece, puis de le voir avec des vrais acteurs, tout ça. Sur Netflix, qui s'en vient. Il faut dire que Marie n'est pas très fanboy de cette façon-là, elle est plutôt... pas anal, là, c'est correct. C'est ça. Elle est vraiment excitée, elle est vraiment contente. Elle trouve que le casting est bon, puis tout ça. Elle me disait, comme il y a des fans qui trouvaient que Usopp, un des personnages, ne ressemblait pas à vraiment Usopp dans l'animé. Mais si vous le voyez dans l'animé, il y a un nez comme de 20 pieds, puis remarque, t'aurais pu le jouer. Mais je sais. Mais il a l'air vraiment trop cartoon. Il n'y a pas d'être humain qui ressemble à cet homme-là. C'est impossible. C'est que. J'haïs ça, ce genre de critique-là anal. Puis il y a beaucoup de ça dans l'animé, mais il y a aussi beaucoup de ça dans les fans de comic book, les vieux de la vieille. Là, c'est pas pareil comme... Who gives a fuck, man? Who gives a fuck? C'est une adaptation. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis tu peux le voir comme une entité en soi. Exact. Tu sais, comme, t'as ton animé, puis écoute l'autre comme sa propre entité. C'est correct. C'est pas comme si la version live action, elle émerge, sort un gun, puis tire une balle dans la tête dans la version originale cartoon. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puis l'autre, elle disparaît là, après. Non, ça marche pas de même. Non, puis tu peux apprécier les deux pour des raisons complètement différentes. Absolument. Je suis d'accord. Ouais. Mais bref, Marie est très excitée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Ghost Stories parce qu'il y a une légende urbaine qu'on ne sait pas encore 100% la vérité autour, mais qui rend ça très intéressant. T'es mode rumeur aujourd'hui. Là. Ah oui, je suis 100% mode rumeur. 100% potin. 100%, c'est ça. Je suis le... Tu sais, les petits magazines là, sur le rack à l'épicerie. Là. C'est moi, ça, aujourd'hui. C'est Yoann, cette semaine. Mais Ghost Story, c'est une histoire excessivement... Habituellement, les animés sont basés sur des mangas. Mais ça, c'est basé sur une série de livres pour enfants qu'un professeur a écrit, basé sur les histoires que ses élèves lui racontaient. OK. Donc, puis c'est devenu excessivement populaire, ces livres-là pour enfants.
ça a été adapté de plusieurs façons, dont il y a eu un film qui a gagné l'équivalent des Oscars pour meilleur script, l'équivalent japonais des Oscars pour meilleur script, un film en live action. Et éventuellement, veut pas, à force de... Il y a eu un jeu vidéo, il y a eu tout ça. Éventuellement, c'est sûr que ça va faire un Japan Animation. Mm-hmm. C'est sorti au Japon et ça, c'est la rumeur. L'animé, lui, a fait un flop. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, mais on va se rendre à ça plus tard. Okay. Mais que l'animé n'aurait pas fonctionné malgré que c'est une franchise qui est très populaire. Elle a quand même été doublée, littéralement, avec le vrai texte, et sortie sur un autre service en Asie, en anglais. Okay. Puis, je pense en Angleterre. Ça a réellement fait un flop. Okay. Personne ne l'a écouté. Il y a juste eu 13 épisodes. Ça a été cancellé. Ça fait que là, la légende urbaine, c'est que le studio réalise qu'ils vont perdre de l'argent. Ça fait que donne la licence au service de doublage ADV Films, qui sont spécialisés en doublage d'animé, donne la licence gratuitement. C'est sûr qu'ils vont avoir un pourcentage sur les ventes, mais donne la licence gratuitement et dit, regardez, ça a été un flop, vous faites ce que vous voulez avec, tant que vous ne changez pas les noms des personnages, tant que vous ne changez pas comment ils combattent, la façon de battre un fantôme, et comme l'idée générale autour de l'épisode. Tant que vous ne changez pas ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la série. OK. Donc, quand tu dis faire ce que vous voulez, c'est créer des nouveaux épisodes ou doubler littéralement? Doubler. Okay. Doubler. Et là, la folie furieuse prend les doubleurs. Okay. Et ça devient complètement disjoncté. Je vous le conseille tellement de l'écouter en doublage parce que le doublage... Oh, regardez, les acteurs se sont dit, si on est offensant pour tout le monde, on n'est pas vraiment offensant. OK. Ça fait que les gags qui sortent, ils sont tous très limites. OK. Dans l'humour. Ça brise le quatrième mur, ça rit du Japan Animation, ça rit des codes du Japan Animation. Ça l'offense tout le monde. Juste pour donner un exemple, un des personnages dans la version japonaise est comme une genre... Elle est un peu spirituelle, puis tout ça, puis elle est un peu plus connectée avec les esprits. Dans la version doublée, elle est born again Christian, puis elle est tout le temps en train de dire à tout le monde qu'ils s'en vont en enfer à cause de leur péché. Et c'est super drôle. OK, fait que c'est assumé pleinement, là, c'est ça? Ah oui! Et qu'est-ce que l'écrivain américain, Stephen Foster, qui est connu dans l'univers des Japan Animation pour prendre des libertés lors de ses doublages, là, il a reçu carte blanche. C'est qu'il est allé full-on, là. Ouais, il n'a pas juste pris des libertés. Il est allé, OK, on réécrit, on fait ce qu'on fait. Ce qu'on veut. Et c'est tellement drôle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que, vu qu'il a donné la permission aux acteurs de ad-libber, d'inventer des phrases et tout, les acteurs essayaient tous d'arriver le plus tôt possible au studio pour être le premier à enregistrer, parce qu'il ad-libait, puis il inventait tellement que là, les autres qui arrivaient après étaient obligés de placer leur propre joke à partir des jokes de la première personne qui était là. C'est rendu une compétition de savoir qui pouvait inventer la chose la plus folle. C'est absolument... Où tu les as vus, toi? Tu les as vus en téléchargement? Ou... C'est sur Crunchyroll. OK. Oui. Donc, un service. Oui, c'est ça. Oui, qui est comme l'équivalent d'un Netflix, mais c'est juste du Japan Animation. Il y a une des plus fortes épisodes de Ghost Story, la Bonnie épisode. Vous pouvez la trouver au complet sur YouTube. Et il y a une des jokes les plus limites que j'ai entendues de tout le show à la fin. Répète-le pas ici, là. Non, je peux pas. Je peux absolument pas. Comme je dis, les acteurs se sont dit, si on est offensant pour tout le monde, on est offensant pour personne, parce que tout le monde est ciblé. Okay. Tu sais, c'est un peu le principe South Park. OK, oui, je vois. Oui, je vois, genre. Tu sais, ça revient un peu... Je sais pas si vous vous souvenez de Samurai Pizza 4. Oui, Colin. Dans le temps de YTV. Oui, de YTV. Ça aussi, c'était doublé, puis c'est très différent, la version anglophone. Oui, c'est exactement. Dans Samurai Pizza 4, ils ont pris le même type de liberté. Ils ont recréé l'histoire, ils ont fait... Tu sais, il y a plus... Tu sais, Ghost Stories, il y a plein de références à notre pop culture, la pop culture nord-américaine.
Samurai Pizza 4 avait la même chose. Donc, il y a ce genre de même idée-là. Puis je pense que ça arrive de temps en temps qu'il y a des animés qui se font comme ça. Mais celui-là est complètement disjoncté. La chose, c'est que en réalité, la série n'a pas été un flop. Donc, toute l'histoire en arrière que c'est un flop, il faut que vous nous sauvez, faites ce que vous voulez tant que ça soit populaire, blablabla, c'est pas vrai. C'est que personne ne sait, la vraie histoire en arrière de comment ce doublage-là est arrivé. OK, je comprends. C'est ça la rumeur, finalement. C'est pourquoi ils ont donné carte blanche. Mais personne ne sait pourquoi. Parce qu'en réalité, le show a arrêté. Il était populaire, mais il a arrêté parce que Fuji TV, dans ce temps-là, essaie de cibler les enfants et le show était un peu trop edgy pour les enfants. OK, ouais. La devise du poste de télé était Fuji TV pour les mères et les enfants. C'était ça le... Donc, pas pour les papas. Non, les papas, ils n'ont pas le droit d'écouter, eux autres. Non. Mais c'était pour les mères et les enfants. C'était ça la devise du channel. Donc, ça l'a arrêté parce que le show était trop edgy, mais il y avait un public. OK. La raison pourquoi il s'est donné autant de liberté, là, on ne le sait pas. Mais je vous conseille l'épisode du lapin, Bunny Something Something. Vous allez le trouver. Ghost Stories, Bunny, Legendary Episode sur YouTube. Vous allez le trouver. Elle est là au complet. C'est vraiment super drôle. Ouais, checker ça. C'est plein de gars qui vont vous faire comme ouais. OK, tu le vends bien. Ouais. Je suis curieux. Attends, toi, t'as écouté Samurai Pizza 4 dans le temps? Ben oui. Moi, un de mes plaisirs quand j'étais jeune, quand j'étais ado, c'est quand on revenait des parties, on se gardait quelques bières en fin de party, on ouvrait White TV, puis là, t'avais Samurai Pizza 4, t'avais comme le show anglais là, avec le punk puis tout ça qui vivait dans un appart. Ouais. Mais j'avais de la misère avec les British comedy. Moi, je changeais de poste dans ce temps-là, mais je me souviens de ça. Mais nous, on écoutait les British comedy, tout ça, puis on finissait la soirée. Vous étiez fucking gelé, man. C'est pour ça que vous écoutiez les British comedy. Exactement. Je m'excuse, là, mais... Ça, puis Most Extreme Elimination. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, ça me dit rien, ça. C'est basé sur un TV show japonais qui doublait par-dessus. Oui. Puis ça s'appelle, exemple, Fukujama Magic Castle ou quelque chose comme ça. Hey, là, c'est pas le vrai titre, là, je l'invente, mais il y avait le mot château dedans. Il y a quelqu'un qui va nous écrire un courriel pour nous dire c'était pas ça, là. C'est quoi le vrai nom? Mais il l'avait redoublé en tant que Most Extreme Elimination. Puis il parlait par-dessus les contestants et les animateurs. Hey, c'est très 90s comme concept, là. C'est très 90s. Et c'était un show télévisé japonais, très japonais, où c'est que le monde devait réussir des étapes et se plantait de façon épique et comme, tu sais, faire le scorpion, tu sais, quand tu tombes sur le bedon puis tes talons vont toucher ton front, là, il y en avait en masse. Et tu sais, des gros accidents. Peut-être que je mettrais... Maintenant, les épisodes sont sur YouTube aussi, si vous voulez les voir. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé de White TV? Parce que tu sais que White TV, c'est comme c'est dans mes souvenirs de jeunesse les plus chéris. Moi aussi. Moi, j'adorais écouter White TV. Je me suis acheté au début de la pandémie pour un prix ridicule un hoodie de White TV, celui avec tous les logos. Il y avait des logos semi-3D dépendamment des shows puis des périodes dans lesquelles on présentait les shows. Je les ai toutes sur une manche. J'adorais White TV puis la proposition des émissions. Puis c'est ça, c'était weird. T'arrivais de voir le soir, puis il enlignait 3-4 cartoons, des Goosebumps, puis là, à un moment donné, tu tombais sur du British comedy, un Samurai Pizza 4 à je sais pas quelle heure du soir. Puis c'était comme, tu sais, je parlais tantôt la fascination. C'est eux qui avaient la licence pour Sailor Moon. Oui, Sailor Moon, c'est là en anglais que ça a été diffusé en premier. Mais tu sais, je te parlais de toute l'expérience de tu te connectes à la télé puis tu sais pas ce que tu vas écouter. Je pensais à White TV dans ma tête pendant que je te parlais de ça parce que c'était ça, moi, l'expérience d'écouter la télé. Oui. J'adorais ce poste-là. Genre. Puis tu sais, ça existe encore, le White TV, soit disant passant. Mais ça... Ah ouais? Je savais même pas. Oui, ça a juste changé. Je pense que ça a changé au Québec de postes sur lesquels on pouvait l'écouter, mais aussi tu sais, t'as des blocs de programmes où tu peux acheter en même temps, là. Fait que si t'achètes un bloc de programme, t'as quelques chaînes qui viennent avec. Lui a comme changé de place. Puis là, moi je l'avais pu à partir des années... début des années 2000. Mais ça existe encore. Même que récemment, tu sais, Phil, qui était le VJ du retour d'après l'école, est allé faire un segment à YTV 30 ans plus tard. Puis il présentait comme PJ Phil.
C'est très canadien ce qu'on vous parle en ce moment. Là. Si vous venez de l'Europe, vous n'avez aucune idée à quoi on fait référence en ce moment. Là. Puis même, il y a certains Québécois qui ne savent pas c'est quoi YTV. Mais moi, j'adorais ce poste-là. Ça incarnait pour moi l'idée de la télé comme il s'en fait plus. Tu fais plus de la télé comme YTV. Il y avait un côté chaotique. Oui, chaotique, DIY. Oui, vraiment. Ça se retrouvait aussi à Musique Plus. Tu syntonisais Musique Plus à partir de 10h, puis tu savais fuck all sur quoi t'allais tomber, genre. Un genre de Beavis and Butthead avec un show weird, des reprises de la journée. Il y a de quoi dans cette période-là, de cette période de la télévision des années 90 qui me fascine. C'était des postes officiels avec des budgets et de l'argent. La télé avec de l'argent à l'époque. Mais en même temps, c'est tout un peu broquette, fait sur un coin de table. Tu sais, c'est comme le podcast de leur époque un peu en même temps. Je sais pas, j'aime ça. J'ai une fascination pour cette période-là de la télévision. Ah, moi aussi. Moi, j'ai un amour éternel pour YTV. Mais c'est triste que tu n'écoutais pas les comédies anglaises parce qu'il y en avait des très, très bonnes. J'étais pas capable. J'étais probablement que je comprenais pas ou je sais pas, je me suis pas efforcé. Mais je suis un peu plus vieux que toi aussi. Il y a ça, par exemple. Mais pas tant que ça non plus. T'as quel âge, là? T'as 44? 45 ans? T'as 45? J'ai 5 ans de plus que toi. Hein? Non, j'ai 42, moi, maintenant. Oh, je pensais que okay. Non. Ouais, j'ai l'autre. OK, on a 3 ans. Oui, mais 3 ans de différence, ça peut faire une surtout grande à cette différence période-là. Ouais, je te dis. Ouais. Mais je t'enverrai, il y a un gars parce que si j'avais 15, t'en avais 12, tu sais, pense-y. Ouais. Entre 15 et 12, il y a une grosse différence. Ouais. Mais à l'époque que j'écoutais plus activement, j'étais plus vieux. J'avais dépassé l'adolescence. J'étais fin 16, 17, 18 ans, là, probablement. Mais je t'enverrai, c'est ça qui est triste, il n'y a pas beaucoup de views, puis sa production n'est pas très bonne, mais il y a un gars qui fait des YTV Retrospective sur sa chaîne. Puis c'est un gars de l'Ontario, il y a peut-être des 400 vues par ses vidéos. Là. C'est lui qui repasse à travers l'historique de YTV, puis il est comme fucking renseigné. Là. C'est particulier, c'est pas mal particulier. Tu sais qu'une des inspirations des Mystérieux Étonnants, puis j'en ai souvent parlé à l'émission, c'est une émission qui était diffusée à YTV. C'était le Anti-Gravity Room qui traitait de comic book culture pop dans les années 90. C'est un peu inspiré de ça pour les Mystérieux Étonnants. Ouais. Wow! Origin Stories! Une partie de l'Origin Stories. Il y a plusieurs influences, mais ça, c'en est une pour moi, en tout cas. Hey, c'était ça pour, je pense, Ghost Stories? Oui. Oui, c'est ça. Mais moi, je vous le compte. Ouais, tous les épisodes sont sur Crunchyroll. Ouais. Il y a l'épisode du lapin est sur YouTube. Je vous le conseille de le découvrir. C'est vraiment drôle. Ils se prennent des libertés hallucinantes. Mais c'est juste... Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? C'est des grosses pointures du doublage qui sont là, les voix. Donc, c'est des voix de Japan Animation que vous entendez dans toutes les Japan Animation. Puis là, tout à coup, ils sont lâchés lousses. OK. Puis juste le principe de ça, de la liberté de création autour de ça, c'est bien intéressant. Comme Yoann est là, j'ai pas le choix de parler de Superman. Puis d'ailleurs, on parle de Superman dans la partie d'émission. Je suis désolé, Yoann. Je savais pas que cette BD-là allait être ce qu'elle allait être. Mais, ça a été terrible. Je me suis fait souffrance. Mais on parle quand même de Superman, mais pas exactement le Superman dont on va parler en fin d'émission. Je parle de Superman live action parce que, tu le sais, DC Studios, ça a été lancé. C'est une nouvelle entité au sein de Warner Brothers Discovery. Et c'est James Gunn et Peter Safran qui vont être en charge de mettre tout ça en place, donc de construire un univers consensuel qui regroupe le cinéma, la télévision et d'autres médias. Donc, c'est un peu ce que Marvel Studios fait depuis plusieurs années. Ils ont finalement décidé de se garer un peu dans cette direction-là. Et pendant plusieurs mois, Warner Brothers était à la recherche de leur nouveau Superman parce qu'ils ont dit à Henry Cavill « Hey, le gros, on te réengage pour finalement leur crisser dehors. » Et ils ont trouvé un dude qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Fait que j'imagine que la pilule doit super bien passer. Moi, j'ai vu comment quand ils l'ont annoncé, j'ai comme pas compris. Non, moi non plus, j'ai pas compris. Ouais, pourquoi le changer? Mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de... Écoute, ça fait... Récemment, il y a eu Warner Brothers qui s'est fait acheter par Discovery. C'est devenu Warner Brothers Discovery. Il y a eu du changement là-dedans. Mais même avant ça, il y a eu tellement de remaniements au sein d'une organisation aussi gigantesque qui est celle de Warner Brothers Discovery, dans le temps qu'elle était juste Warner Bros. Sans qu'il y a beaucoup de capitaines de bateaux. Puis à un moment donné, ils font le ménage.
Puis, un peu comme où je travaillais avant, c'est pas parce que tu fais le ménage que ça s'améliore. Fait que, on va voir, mais oui, de ce côté-là, ils ont fait une annonce qui ramenait Henry Cavill, puis ils l'ont fini par le crisser dehors après, c'est particulier. Mais ils ont trouvé leur acteur qui va incarner le nouveau Clark Kent Superman. Il s'appelle David Corran West. Il a joué dans 2 mini-séries de Netflix que personnellement, moi, je connais pas. Dont une s'appelle Hollywood. Mais il y a le casting. Il y a la face d'un Superman, il y a la face d'Henry Cavill, juste un petit peu plus jeune. Et on a aussi trouvé Sally Whistling, qui sera jouée par Rachel Brosnahan. Voilà. C'est pour le film qui sera réalisé et scénarisé par James Gunn. Donc, James Gunn, non seulement va diriger le DC Studios, mais se donne quand même un bon gros film qui va s'appeler Superman Legacy. Donc, là, Gunn est parti à la recherche de Lex Luthor, Jimmy Olsen et des Kent, la famille des Kent. Ils ont fait des... S'ils cherchent un Lex Luthor. Oui, ben c'est ça que je disais. Là, je me disais, t'as le casting en partie, puis tu l'aimes pas, Superman, déjà en partant. Fait que c'est pas dur à convaincre, là. C'est pas dur à convaincre. Mais là, ils ont voulu fermer... en fait, comment je peux dire ça? De signer l'entente assez rapidement avec les 2 acteurs parce que là, c'est la grève des acteurs qui risque de se déclencher bientôt à Hollywood. Oui. Et donc, on ne sait même pas si, à l'instar de Marvel Studios, DC Studios sera présent au Comic-Con de San Diego cette année pour présenter leur projet, parce que ça se peut que la grève des acteurs fait en sorte que les acteurs n'ont même pas le droit de se déplacer pour ce type d'événement de promotion. Et c'est une des raisons aussi qui a fait en sorte qu'ils ont voulu rapidement signer l'entente avec les acteurs qui incarne Lois et maintenant Superman, parce que bientôt, tout ça sera paralysé. Hollywood va être paralysé. Quoique, je dois dire, je vais faire mon petit révolutionnaire ici, que c'est pas mauvais des fois de brasser à la cage des gens qui sont un peu sociopathes. Pas que tous les gens qui gèrent le cash sont sociopathes, mais t'en as une petite gang à Hollywood, ça fait dur. Tu sais, je pense que là, qu'est-ce qui est difficile, par exemple, c'est que la grève fait beaucoup mal aux gens below the line, qu'on dit dans l'industrie, là, qui, comme set designer, tous les chefs de département, parce que eux autres aussi, c'est arrêté. C'est exact. C'est très, très dur pour eux. Puis eux sont pas réellement en grève, ça fait qu'ils n'ont pas de fonds de grève, là. Tu sais, je sais que toi, tu es un gars pour... je l'ai vu moi-même quand tu as fait Turbo Kid, mais je sais que ça fait partie de l'ADN de votre groupe, c'est d'inclure le genre le plus possible dans la création d'un film. Un film, ça se fait pas juste à 2, 3. C'est une famille. C'est une famille, exactement. Moi, j'ai pas de problème que les gens qui prennent des décisions gagnent un peu plus d'argent, parce que c'est plus haut niveau, en guillemets, au niveau de la chaîne, si tu veux. Mais de faire 10 000 fois plus le salaire des autres, et après vous me dites, on n'a pas d'argent pour payer ceux qui font en sorte que ça se passe pour de vrai, je suis désolé, mais ça, c'est de la crise de bullshit. Là. Fait que, tu sais, le président de Warner Brothers l'année passée a fait 250 millions. Ça, oui, c'est son salaire. C'est exactement à lui que je pensais. C'est son salaire, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, veux pas, si les profits sont là, c'est correct que tu fais ce salaire-là, mais c'est pas correct si tout le monde peut pas vivre de leur art. C'est là le problème, c'est que maintenant, l'écriture, c'est plus quelque chose que tu peux vivre. Déjà que c'était un petit groupe select qui était capable de réellement en vivre, là, même ce petit groupe-là select ne peut pas en vivre. Si tu veux continuer d'avoir des écrivains, il faut que tu donnes des conditions de travail où c'est que le monde peut en vivre. Sinon, exact. C'est tout du monde qui va avoir 2 emplois. Mais là, c'est beaucoup de... C'est pas soutenable comme mais, système. Ouais. Donc, mais c'est une industrie qui a plein de problèmes aussi. Tu penses? Juste les... Oh, Seigneur. Tu pourrais en compter, là, mais j'en entends pas. Oui. Un problème qu'on parle pas assez, je trouve, en ce moment, puis que j'aimerais que ça soit plus parlé, c'est les heures de travail. Pour les écrivains, les réalisateurs, c'est beaucoup aussi d'heures non payées. On fait des milliers d'heures non payées tout le temps. Absolument. Puis pour ceux, tu sais, comme les techniciens, tout ça, c'est aussi des heures extrêmes. De devoir faire des 12 heures tout le temps, des 14 heures, des 16 heures, c'est brutal. Là. Puis c'est travailler des 6 jours semaine, 12 heures par jour, c'est tough d'avoir concilier vie-famille, c'est impossible. C'est presque impossible, oui, exact. C'est du monde que, pour être dans l'industrie du cinéma, sacrifie énormément. Je pense que la culture autour de ça, faut que ça se change aussi. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de journée de plus que 10 heures, puis des choses comme ça. Là. Commençons par ça, puis...
De toute façon, moi, j'ai l'impression que tout ce qui est nos filets sociaux sont en train de s'effriter tranquillement. Là. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut par rapport aux syndicats. Et puis, il y a des gens, des fois, qui sont dans les syndicats qui sont particulièrement houleux, mais je pense que c'est nécessaire dans pleine industrie. Puis, on a vu travailler quelque part où il y a un... Comment je peux dire ça? J'embarque pas là-dedans, ça me tente pas, mais je trouve que tout ça s'en va, tout ça s'effrite, puis c'est comme assez épeurant avec toute l'augmentation de ce qui se passe actuellement. Oui. C'est pas le fun. Revenons à nos moutons. Justement, David Corran West, qui est le gars qui va jouer le nouveau Superman Clark Kent, avait dit en 2019, justement, dans une entrevue à Entertainment Weekly, que son rêve était de jouer Superman. Donc, bravo dude, tu y es parvenu. Et un Superman plus optimiste. Que quoi qu'il avait aimé la personnification de Henry Cavill, celle-ci était un petit peu plus dark, puis ça c'était l'approche du réalisateur aussi de l'époque. Mais Gunn avait dit que son Superman Legacy, il voulait que ce soit un Superman qui incarne les valeurs les plus humanistes, quelque chose de plus optimiste, de plus humaniste. Donc je pense qu'il est sur la bonne voie. Je pense pas que c'est possible de faire un film de Superman comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que t'as humaniste, voyons donc. Parce que t'as Superman. C'est un monstre. C'est un monstre. Superman Legacy va sortir le 11 juillet 2025. On va être à notre 36e mois de Feu de forêt rendu là. Vas-y donc, oui. Je pense que c'est ça. Je pense que oui, t'as tout dit. C'est ça. Qu'est-ce que t'avais d'autre, Yoann? J'avais rien d'autre, moi. T'avais rien d'autre? Écoute, j'ai encore des petits trucs de mon côté. Allons-y. Le président de Blumhouse qui fait ma foi, quand même des bons films. T'as-tu écouté les 3 derniers Halloween, toi? Oui. On n'a jamais parlé. Comment t'as trouvé ça? Parce qu'ils sont produits les 3 derniers Halloween. Oui, c'est ça. Comment ils sont? Oui, je les ai vus. Oui, comment ils sont? C'est ça, je les ai vus, j'ai écouté les 3. OK, bon, je comprends. Donc, ils sont produits par Blumhouse. Je veux dire, le premier... Oui. Le premier, je trouve, le reboot, tout ça, c'est le genre de semi-reboot, parce que c'est comme un soft à reboot. la place du 2. Là. Ouais. Mais tout le long que je l'écoutais, je repatchais le 2 dans l'histoire, parce que j'aime vraiment le 2, moi. Moi aussi, j'aime le 2. Puis pour moi, c'était le 3. Okay. Puis après le 3, le vrai 3, il existe aussi. Mais... oui, non, je trouvais que je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé la brutalité de la chose. J'ai aimé comment qu'il a ramené que Michael Myers, c'était random puis c'était pas lié à elle. Non, puis c'est une force de la nature dans aussi. Le premier. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une scène aussi que tu le vois passer juste d'une maison à l'autre. Comme il tue quelqu'un dans la maison, puis là, il fait juste... C'est un plan séquence qui ont fait ça, puis il rentre dans l'autre maison, puis... Ça m'a terrifié. J'ai trouvé ça quelque chose. Mais c'est la personne. Michael Myers a tout le temps été terrifiant quand c'est la présence dans ta maison que tu sais pas qui est là. Oui. Il est là pour venir te tuer, genre. Mais je dois dire que j'aime beaucoup Halloween 4. Le vrai Halloween 4 de l'époque. Oui, moi aussi. J'adore Halloween. J'adore la facture visuelle d'Halloween 4. Il y a de quoi de sinistre, mais en même temps, ça encapsule beaucoup l'atmosphère du mois d'octobre. Puis l'histoire n'est pas mauvaise non plus. Puis c'est un projet casse-gueule. Jamie Lee Curtis est considérée décédée dans le 4. Oui, elle est morte dans un accident d'auto. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours fait un headcanon où est-ce qu'elle a faké sa mort puis ça l'amène à HBO. Moi aussi! Toi aussi? Moi bon, aussi, okay. toujours. Mais t'as pas aimé ceux de Blumhouse, c'est ça que je voulais savoir. Moi, parce que je les ai aimés. J'ai vraiment aimé le premier. OK. J'ai trouvé qu'il a comme pas suivi la ligne qui s'est donnée lui-même avec vrai. Le premier. Le deuxième est très wacky. Ça fait que je pense pas que je l'ai pas aimé. Je pense que j'ai été surpris d'où c'est qu'il est allé avec son histoire. Puis j'ai bien la misère à être critique des films. Les 2 derniers... mais en général, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai énormément de misère parce que je sais à quel point c'est difficile de faire un film. Ouais. C'est comme... Dans ce temps-là, c'est comme... c'était pas pour moi. Puis c'est tout. Okay. Mais les 2 derniers... Ça n'en fait pas un mauvais film, ça fait pas un bon film. Toutes les critiques des 2 derniers que j'ai entendues, je les comprends et je les respecte. Puis quelque part, je suis même d'accord. Je trouve que le deuxième qui est Kills est weird par moment, là, au meilleur, et même parfois ridicule. Mais je l'aime pour ce qu'il est quand même. Puis les critiques que j'ai entendues du 3e, qui est Ends, je les comprends, mais je l'aime aussi pareil. Mais là où je voulais en venir, je voulais pas ouvrir une grosse parenthèse, c'est tout parrainé par... Blumhouse, qui est la maison de production, et Jason Blum, qui est son dirigeant. Et la recette de Blumhouse depuis une couple d'années, c'est qu'ils se sont rendus compte, on peut faire de l'argent,
avec les films d'horreur parce que c'est une crowd qui est extrêmement fidèle, mal desservie, et on n'a pas besoin d'avoir 300 millions de budget pour faire un film qui est rentable. Donc, ils ont trouvé leur sweet spot, puis ils font leur truc, puis ça fonctionne quand même très bien. Et c'est la compagnie qui, depuis plusieurs années, on le sait, va éventuellement produire le film de Spawn, le nouveau film de Spawn, qui n'aura pas de continuité avec celui de 97, basé sur la BD du même nom, créé par Todd McFarlane, le légendaire Todd McFarlane. Puis c'était un peu en development hell depuis un bout de temps. Tu sais, le projet avait été annoncé en 2015. À un moment donné, Todd McFarlane était supposé de scénariser et de réaliser le film, sa première réalisation. OK. Finalement, en octobre, pas en octobre, mais en mars, non, c'est ça, excusez-moi, je suis perdu dans mes dates, mais en 2021, Todd McFarlane a dit non, finalement, c'est pas moi qui va le réaliser, c'est pas moi qui va le scénariser. Il s'écartait. Excuse-moi, c'est en mars 2023, donc c'est l'année passée. Okay. Je m'écarte du projet, c'est pas moi qui va le réaliser, ce qui pour moi est une bonne chose. On n'a pas de réalisateur pour l'instant, mais on est un peu comme dans les vapes, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis ça fait tellement longtemps qu'il en parle, même avant 2015, Todd McFarlane, qui a un film de Spawn qui s'en vient, que tu te demandes si c'est juste lui qui est en train d'halluciner ou ça va-tu en train de se produire, mais Jason Blum, ils viennent de sortir Insidious, le nouveau, là, celui qui est Beyond the Red Door, et on lui a posé des questions par rapport à Spawn, puis il a dit « Je peux pas faire de promesses en ce moment parce que c'est justement la grève des scénaristes, puis l'industrie est incertaine en ce moment, probablement qu'il voulait faire aussi référence à la potentielle grève des acteurs, mais si tout va bien, parce qu'on a des scénaristes, on a des gens qui travaillent dessus le projet, ça devrait sortir d'ici 2025. » Donc, on a quand même un petit peu plus que 2 ans à attendre. Mais selon Jason Blum, donc la bouche du gars qui fait en sorte que ça existe, que ça s'en vient, ben il se dit qu'il était positif, optimiste par rapport à une sortie pour 2025. Donc, c'est la seule petite mise à jour qu'on a pour l'instant. Mais moi, j'ai une question pour toi, Johan. Est-ce que tu aimerais réaliser le film de Spawn? Ben oui. Fuck, man, ils n'ont pas de réal en ce moment. Ah, j'aimerais bien trop ça, là. D'être choisi pour réaliser Spawn. Ouais. S'il vous plaît. T'as-tu déjà repensé, parce que là, vous faites des films, des longs métrages avec RKSS, mais t'as-tu déjà pensé que de faire un peu faire des courts-métrages, man, pour attirer l'attention, ou c'est un pas en arrière, ça? C'est-tu une mauvaise... C'est un pas en arrière, malheureusement. Ça c'est mal vu. Pas. Ouais, c'est mal vu. Puis même de faire... tu sais, il y en a qui essaient de faire ça, là, comme ils font des fan-films, pour essayer de dire « Regardez-moi, tu sais, j'ai fait ce fan-film. » Les studios détestent ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça? Pourquoi ils n'aiment pas ça? Ouais, parce que c'est leur IP. Puis tu touches pas à leur IP. Puis je les comprends en même temps. C'est parce que ça vient jouer dans leur plate-bande, dans le sens que si tu fais un fan-film, exemple de Star Wars, puis tu as une bonne idée, mais eux ne peuvent pas le faire, ta bonne idée. Exactement, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, Mystérieux. C'est exactement le problème. Ouais. Ça fait que ça vient jouer dans leur plate-bande, ils ne sont pas très fans de ça. C'est pas une bonne façon de... Je connais pas un seul réalisateur qui a passé du fan-film à faire un film dans la franchise. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est jamais vraiment arrivé. À moins que c'est le contraire, indique-nous le loup, là, les gens à la maison. Mais mais c'est la grosse raison pourquoi les studios veulent pas que vous fassiez des... Ben, qu'ils veulent pas. Parce qu'à certains points, ils peuvent pas vous en empêcher, mais j'en ai déjà parlé, c'est que si vous sortez une bonne idée, puis que cette idée-là est soit en développement ou pas du tout, mais là, on peut plus l'utiliser. Ou on peut l'utiliser, mais on va être... Il y a comme... Vous faites des appels interurbains sur une ligne qui vous appartient pas. C'est ça le problème. C'est ça. Puis il n'y a pas de moment qui vont dire « Ah ben ça, c'est donc bien cool. » On va l'adapter, c'est ça. Ouais. On va l'adapter. Ouais. Ça devient trop compliqué pour les droits, les ci, les ça. Là. Mais dans c'est tellement une game légale, comme à ce niveau-là, là, sur des gros IP, là, c'est tellement des games légales que... Mais à ce niveau-là, comment ça fonctionne si, par exemple, le collectif, votre collectif, vous voudriez faire le prochain Spawn? Comment y a-t-il moyen d'attirer l'attention? Le seul moyen, c'est de demander à nos agents puis essayer d'avoir un meeting pour pouvoir pitcher pour le film. Okay. Ça nous est arrivé des fois, mais la chose, c'est qu'on a toujours été liés à des films indépendants dans les dernières années on n'a jamais vraiment joué cette game-là d'essayer de pitcher pour des grosses affaires. C'est arrivé quelques fois. Là. On a presque pitché pour Chaos Walking.
Sauf que c'est un méga gros réalisateur qui l'a eu, puis c'est normal, là, c'était un film à 150 millions. Je sais même pas c'est quoi Chaos Walking. Ça fait personne. Okay. C'est sorti au cinéma, ça a coûté 150 millions, ça a été là 2 semaines, puis là maintenant, je pense qu'il est sur Amazon Prime, si vous voulez écouter. Mais puis, mettons, vous voulez pitcher, mettons tu veux pitcher pour Spawn, est-ce que vos agents peuvent dire non? Non, jamais. OK. Jamais. Nos agents, ils ne seraient pas gagnants à ça. Eux, ils veulent juste, si on pitch pour Spawn, puis on a Spawn, eux autres sont vraiment, vraiment heureux. Là. Okay. Nos agents ne sont jamais là pour nous bloquer. Ils sont toujours là pour essayer de passer à l'autre niveau. OK. C'est que ça leur travail. Puis c'est comme ça parce qu'eux font... Leur salaire, c'est un pourcentage de notre paye. Ouais. Ils prennent un pourcentage de notre paye. C'est que plus on est gros, plus ils ont un gros pourcentage. Ça fait que c'est jamais dans leur... avantage de faire ça. Dans leur avantage de faire ça. Moi, je comprends. Fait que tu pourrais pitcher pour Spawn, mettons. Ah, ouais, ben, j'y ai pas pensé. Faudrait en parler à nos agents, là. Ouais. Savoir. Il n'y a pas de réal en ce moment. C'est ça que je te dis, il n'y a pas de réal. Mais ça, il n'y a pas de réal en ce moment. Officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. De réal, je sais ce que tu veux dire. C'est une industrie remplie de faux semblants. Oui, de faux semblants. Ouais. Plein de secrets. Parlant de secrets, ma dernière nouvelle pour cette semaine, puis c'est quelque chose qui, moi, me plaît bien de parler parce que j'avais bien aimé le deuxième film, quoique, encore une fois, c'est pas été un succès au niveau du box-office. J'aime beaucoup Tron. Je parle pas de la partie du corps, là, quoique. Je parle de la franchise de Disney. T'es un gros fan de Tron. Je suis un gros fan de Tron, man. Vous allez voir mon Instagram dédié au Tron. Là. Mais en parlant de Tron, c'est Evan Peters qui va avoir un rôle principal dans le prochain 3, le Tron 3. Et pourquoi je dis en parlant d'Evan Peters? Parce qu'il a récemment joué dans quoi d'autre que Dahmer pour Netflix. Vous comprenez? Ouais. Bon, c'est une joke. C'est quand même un jump de manger des gens à jouer dans un monde virtuel. Moi, je suis un gros fan du deuxième, Tron Legacy, qui est sorti, je pense, en 2010, puis qui mettait en vedette Jeff Bridges, Garrett Edlund et Olivia Wilde, qui était une suite directe du premier de 82, qui mettait lui en vedette Jeff Bridges. Et après la sortie du deuxième film, il y avait le réalisateur de l'époque, Joseph Kosinski, qui a fait l'excellent Top Gun Maverick, qui a poussé pour faire un 3. Quoique, au niveau du box-office, ça marche pas, mais Tron est tellement associé à l'histoire de Disney et ils ont tellement mis de l'avant d'autres déclinaisons comme ils ont des manèges dans des attractions dans leur parc. C'est une franchise dans laquelle j'ai l'impression que le leadership de Disney croit beaucoup, qui ont décidé de continuer à pousser le projet. Finalement, on a décidé de ne pas faire une suite directe aux 2 et on a dévoilé ce qui allait être Tron 3 qui s'appelle Tron Ares, qui, on le sait depuis un moment, va mettre en vedette aussi Jared Leto dans le personnage principal d'une IA qui passe du monde virtuel à notre monde. Habituellement, c'est le contraire. On rentre dans le monde de Tron. Et là, on irait comme dans le sens contraire, en tout cas pour une partie du film. Donc, c'est juste pour vous dire qu'Evan Peters va être dans la distribution. C'est pas qui va jouer. Et que Jared Leto y sera. Et le nom, c'est Tron Ares. J'aurais aimé plus une suite au 3, mais au 2, mais why not, tant qu'il n'y a rien à voir. Ouais, c'est plus d'une bonne chose avec prenons-en. Et voilà. T'as-tu vu, je sais que t'es pas très voiture, là, mais l'auto électrique de Audi, son nom? Non. Ça s'appelle l'e-tron. Oh. Pour de vrai, c'est pas une joke. C'est comme e-tron. Ouais. e-tron, OK. Ouais, comme e-tron en anglais, mais clairement, la personne qui a trouvé le nom n'était pas québécois. Non, puis peut-être que depuis ce temps-là, elle s'en est rendu compte, puis elle a su dans son bureau parce qu'il a peur qu'un mémo soit... seulement quelqu'un au Québec. Hey, c'est quoi ton nouvel auto? C'est un e-tron! C'est un e-tron, esti. Mais non, mais c'est-tu bon, c'est pas bon? C'est un e-tron, j'ai payé super cher pour ça. Écoutez, une fortune, c'est une Audi e-tron. Ah ouais? Ouais. Hey, on va prendre une petite pause, Johan. Le temps d'aller chercher de l'eau, mais juste avant, je vais rappeler aux gens à la maison qu'on a un Patreon, ce qui fait en sorte que le podcast peut exister. De ce temps-ci, ça a été compliqué de faire des contenus exclusifs pour les Patreons, malgré que la semaine passée, on a sorti un épisode de Terre humaine chez Isidore. Donc, vous avez eu du contenu, mais merci pour votre patience. C'est compliqué là, avec l'horaire de tout le monde, mais on est supposé reprendre notre cycle dédié au réalisateur David Lynch.
pour notre série de bifurcation sur lui. Les prochains, ce sera le pilote de Twin Peaks. Donc, ça s'en vient. C'est supposé se voir la semaine prochaine, je pense, pour enregistrer. Mais sachez que toutes vos contributions sont remises dans les Mystérieux Étonnants. Donc, la production du show à chaque semaine depuis maintenant 17 ans. Et nos spin-offs Noël chez Isidore et Terre humaine chez Isidore. Donc, en échange... Tu réalises que l'année prochaine, le podcast, il va être majeur. Oui, je sais, je pourrais coucher avec mon show l'année prochaine. C'est ça. Techniquement parlant, là, je ne vais pas faire un Léo. Il y a quelque part, tu sais, il y a Rule 34, là. Ouais. Comme que si ça existe, il y a une version porn de quelque chose. Là. Ouais. Donc, allez, artiste. Non, Benoît qui non, il n'y a pas. Non, ouvre pas cette fenêtre-là. Non, ouvre pas cette porte-là, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Quelle erreur. Si vous voulez nous aider, si vous voulez avoir accès à Bifurcation et à l'avance à la Terre humaine chez Isidore, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Et pour l'équivalent d'un café par mois, ben, faites en sorte que les Mystérieux Étonnants peuvent rester branchés, rester vivants. Pas de farce, j'espère que les gens vont continuer à donner parce qu'avec l'inflation, tout ça, ça me fait un peu peur. Puis si on n'a pas de dons, ben je peux pas, moi, financièrement, garder les Mystérieux Étonnants en vie. Il va falloir qu'on tire la plug. Puis je dis pas ça pour un effet dramatique. Là. Je ne saurais comment garder ça vivant. Mais bien avec, comme tu sais, t'aurais dû dire ça avec la toune, tu sais, l'ancienne toune de Hulk, là, à la fin de l'épisode, là. Ouais, mais ça nous aurait coûté de l'argent, fait que... Oui, c'est ça. L'argent qu'on n'a pas. Déjà que, bon. Donc, c'est ça. En échange de votre contribution, vous avez accès à tout ça, mais aussi au Discord des Mystérieux Étonnants. Venez parler de jeux vidéo avec moi. C'est ça. Il y a des discussions sur plein d'affaires. Le cinéma, la BD, les jeux vidéo. C'est une super communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui, j'ai l'impression, lurk. Parce qu'ils voient souvent les... Non, mais je dis pas le contraire, j'y allais. Je pense parce qu'il y a beaucoup d'habitués qui se parlent et donc c'est un peu intimidant de rentrer dans la conversation. C'est correct si vous ne participez pas, mais gênez-vous pas de mettre votre petite 2 cents, votre petite 10 cents si vous restez respectueux et pas anal, habituellement, ça va être correct. Ça. Il n'y aura pas de problème. Oui. C'est la seule règle, je pense. La seule règle, soyez pas anal. Soyez pas anal. Venez, puis... C'est ça. Puis, si vous m'avez rencontré dans la vraie vie, là, vous savez que j'aime tout le monde. C'est ça, oui, c'est. Ça fait que je vous aime déjà. Je vous aime déjà. C'est comme Jésus-Christ. Mais c'est une belle place, le Discord des Mystérieux. Puis on écoute des films. Tu vois, hier, on a écouté des films au hasard. Puis le dimanche, on écoute de la lutte. Johan, à un moment donné, un peu pompette, m'a dit « Hey, je suis en train d'écouter quelque chose. On va mettre du MMA. » On a commencé à écouter du MMA. C'était bien chill. Puis éventuellement, peut-être ramener des games aussi de jeux vidéo. Ça serait le fun durant l'hiver. Là, c'est plus tranquille avec l'été, mais... Moi, j'ai pas eu le temps, là, mais je veux qu'on recommence à jouer à Seas of Thieves en gang. Ouais. Puis peut-être même, à un moment donné, se partir un MMO, là, genre Fallout 76, mais tout le monde ensemble, comme tout le Discord ensemble. On peut être sur le même serveur? Oui. C'est qu'on pourrait être comme se faire une grosse communauté, là, se partir de notre propre village dans le monde post-apocalyptique. Mais il me semble que Fallout 76, c'est comme le mal-aimé de la franchise. Il paraît qu'il n'est pas super bon. C'est comme tous ces jeux-là. Tous ces méga gros jeux-là, avec énormément de contenu, ils sortent tout le temps tout croche. Oui. Puis pendant le premier 8 mois, c'était tout croche. Puis là, tout le monde dit que c'est malade, puis que c'est super bon. Faut juste lui donner le temps. C'est comme un adolescent plein de boutons, puis là, tout à coup, il arrive à prom à la fin de son secondaire, puis tout à coup, il est comme... T'es en train de décrire la prémisse de She's All That. Puis le Freddie Prinze Jr., il est là. Pourquoi Freddie Prinze Jr.? C'est ça. Puis éventuellement, c'est ça, 76, c'était la fille avec la queue de cheval, puis les lunettes, ouais. puis là, tout à coup, Freddie Prinze Jr., il enlève ses lunettes, puis défait sa queue de cheval, puis elle est super bien. Bon, ben, c'est exactement ça. Fallout 76, c'est exactement ça. On devrait le faire en gang. Oui, on devrait le faire chez All That. Même si c'est comme quelques soirées, puis après on saute à autre chose, tant qu'on est ensemble puis qu'on rigole. Mais c'est une belle gang, c'est vraiment une belle gang sur Discord. Donc, la contribution Patreon vous donne accès au Discord. C'est pas compliqué quand vous devenez Patreon. Vous faites juste m'envoyer un message directement, puis je vais vous donner accès au Patreon. Pensez à renouveler votre abonnement si vous ne l'avez pas fait. Sinon, vous pouvez donner juste pour un mois, puis revenir dans 3, dans 4 mois, dans 1 an si ça vous tente. Il y a du monde qui quitte et des fois qui reviennent. Encore une fois, tout l'argent qui est amassé ne va pas dans mes poches ou dans les poches de n'importe qui. On réinvestit ça dans le projet. Si vous n'êtes pas en mesure de donner pour l'instant, vous pouvez parler du show, le partager, donner un petit 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Faites le don. Là. Regarde ça, c'est gratuit puis ça ne prend pas de temps. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Amazon Music, Spotify et les plus de 300 archives sont disponibles sur le site des Mystérieux Étonnants.
Il y a juste 300 épisodes qui peuvent tenir dans le fil RSS, donc les autres épisodes sont tous sur le site internet. Vous avez 17 ans de stock qui est là-dessus. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et Du bon, du moins bon. C'est la roulette russe. J'ai pas tout dit que c'était bon, là. En 17 ans, il y en a eu de la crap et des fois on tombe sur des vieux épisodes pour faire Oh là là! On l'a poussé un peu, là. OK, Ouais. on prend une petite pause. Hey, j'ai-tu droit une plug, moi? Oui, ben oui, vas-y. Je pensais pas que t'en avais. Je vais faire une plug. Si vous avez le temps, allez sur Steam, allez sur la page du jeu vidéo de Turbo Kid, allez wishlister le jeu sur Steam, ben oui. parce que chaque wishlist, ça vous coûte rien. Vous faites juste cliquer sur wishlist. Vous pouvez downloader le démo aussi, puis jouer, puis l'essayer. Mais cliquez sur wishlist. Et plus le jeu est wishlisté, c'est ça. plus on a de chances d'avoir de la promotion gratuite par Steam et tout ça. Donc, ça nous aide. Chaque wishlist nous aide énormément. Moi, je fais partie des backers d'origine, fait que j'ai bien hâte d'avoir mon jeu version Switch physique. Ça va être pas mal cool. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait... cette semaine. Oui. Ça pourrait être le fun. Si on en parle, mais on fait un petit let's play sur... On pourrait? Éventuellement sur le Discord des Mystérieux. Ça pourrait être cool, ça. Ah, ben oui, totalement. Et puis, j'ai oublié ma plug que j'aime bien, puis on n'en avait pas cette semaine, mais si vous voulez nous laisser un message vocal, une question, commentaire, soyez pas gênés. Allez sur speakpipe.com/mystérieux. C'est speakpipe.com/mystérieux. MYSTERIEXE. Anyway, l'adresse est disponible dans la description de l'épisode. Puis vous laissez un petit commentaire, là, ça peut être 30 secondes, une minute, qu'importe. Puis on va le faire jouer à l'émission pour vous faire participer à cette belle aventure, ce beau balado. On revient dans quelques instants avec la BD de la semaine, Superman and the Authority. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de DC Comics écrite par Grant Morrison et dessinée, quoique plusieurs artistes sont impliqués, par Mike Janine. C'est Superman and the Authority. Superman qui essaie de mettre en place une nouvelle équipe qui n'est pas celle de la Justice League et qui regroupe des personnages plutôt inhabituels pour une équipe de super-héros qui est regroupée sous l'étiquette de The Authority, qui était elle-même une équipe qui existait dans le canon de Wildstorm et de DC Comics il y a quelques années de cela. Superman est vieillissant, est en train de perdre ses pouvoirs. Et donc, essaie de regrouper cette équipe-là pour un but qui reste nébuleux, même à la fin de la bande dessinée. Et c'est pas mal ça l'histoire, parce que, un peu à la manière des autres récits de l'écrivain écossais Grant Morrison, parfois, il y a énormément de référents qui peuvent faire en sorte que les choses nous échappent. Et on est, contrairement à ce que la bande dessinée se laisse présager, pas dans un univers parallèle ou dans le futur, on est dans la continuité de Superman, ou plutôt celle qui était mise de l'avant il y a 1 an. Et ça mélangeait bien du monde parce que l'apparence de Superman et même son statu quo où il est rendu dans sa perte de ses pouvoirs n'est pas exactement de la même qu'elle est personnifiée dans la série des comics qui était publiée jadis. Donc ça a mélangé plusieurs personnes, dont moi. C'était un peu la blague de parler de Superman cette semaine parce que Yohan n'est pas un fan de Superman. Mais je dois dire que j'ai pas été particulièrement fan de la BD non plus, donc ça n'a pas aidé. C'est que j'ai l'impression que j'avais pas toutes les connaissances pour apprécier la BD à sa juste valeur. Oui. Faut dire que je suis moins DC en général, je suis plus Marvel dans qu'est-ce que je lis. Pas que j'aime pas DC, j'aime beaucoup DC, c'est juste... Préférence. Je trouve, c'est ça, je lis plus de Marvel. Puis je me suis retrouvé perdu souvent. Puis vu que j'ai été très occupé, souvent, si je me sens perdu, je vais faire les recherches. Toutes les fois, je me sens perdu. Là, j'en aurais fait en crise de la recherche. Ouais, t'aurais passé une semaine. J'avais pas vraiment le temps. Non, je comprends. C'est un peu toujours le cas, anyway. En tout cas, pour moi, c'est mon expérience. Je sais que les gens l'aiment quand même beaucoup. Il y a des détracteurs quand même aussi. Grant Morrison, c'est un gars qui fait beaucoup appel au canon de DC. Et il y a une écriture très particulière. Il va souvent mélanger ce qu'il appelle des high concepts, donc des concepts scientifiques, mystico-technologiques qui n'existent pas. Donc, on crée des appellations, on crée des mots, on crée de la technologie extrêmement très imaginative. Tout ça avec un découpage qui est souvent très, très, très rapide et très comprimé. Ce qui fait que même si on a toutes les clés, c'est compliqué à suivre. Ça fait partie, moi, de mon expérience personnelle avec Grant Morrison. Je reconnais le talent du type, mais c'est un gars aussi qui a une manière de mettre en page son histoire comme étant je le sens comme une compression de quelque chose. J'ai de la misère
à ce que ça aère puis que je puisse décanter le tout. Ce qui aide pas non plus, c'est que Superman The Authority, c'est quand même 4 numéros à amener en trade. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps à, disons, à laisser les choses aller, les laisser respirer. Et en plus, ben, gros point négatif pour moi, puis je vais demander l'appréciation de Yoann après, c'est que l'artiste qui fait les covers, Mike Janine, est super bon pour les covers. Il fait le pencil pour le premier numéro, mais après, l'artiste change 3 fois. Donc, je trouve que ça fait que la BD est excessivement instable. Et pour combiner... si on est pour faire travailler Grant Morrison sur une BD de Superman mainstream actuelle, on est capable de trouver au moins des artistes, selon moi, qui peuvent être capables de venir appuyer son matériel, son scénario. Puis de le faire changer 3 fois, je trouve que c'est un petit peu... surtout qu'il y en a qui font vraiment dur là, dans leur traitement. Là. Je trouve que c'est une occasion qui est quand même assez manquée. Mais toi, Yoann, dans ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as pensé là, rapidement, là, genre 30 secondes, 1 minute, qu'est-ce que tu as pensé de la bande dessinée? J'ai l'impression que ça va nous amener éventuellement à quelque chose de super intéressant. Je pense qu'il s'en va quelque part. Tu sais, ma curiosité de savoir où ça s'en va est piquée. Mais au bout de 4 pages, j'ai l'impression qu'on m'a juste... de 4 pages, de 4 numéros, qu'on m'a juste hinté au possible de peut-être qu'est-ce que ça va être. On est encore... On finit le trade, puis on est encore dans le gros mystère. Ouais. On ne sait pas exactement c'est quoi le plan de Superman. Superman a à ce moment-là un grand plan pour essayer de changer l'univers pratiquement. Oui, c'est ça. Et on ne sait pas c'est quoi vraiment son plan, on ne sait pas où c'est qu'il s'en va avec ça. On ne sait même pas pourquoi il a recruté réellement chacune des personnes. Exact. Tout est très, très flou au bout des 4 numéros. Ça fait que, est-ce que je suis curieux de savoir où c'est que ça s'en va? Oui, mais je suis quelqu'un de curieux. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont juste être irritées par ça puis ne se rendront pas à avoir la solution. J'allais voir une critique, puis la personne qui avait lu la BD tripait bien raide, mais ça semblait quelqu'un qui était vraiment connecté à 100% sur le canon DC actuel. Donc, lui, s'y retrouvait. Puis, bien sûr, la bande dessinée termine et fait référence à Action Comics numéro... là, je dis n'importe quoi, là, mais c'est genre 1028, admettons. Donc, on part de la mini-série puis on tombe dans la continuité de Superman Action Comics actuelle de l'époque, là, il y a 1 an. Donc, c'est là où on allait comme suivre l'aventure de Superman and the Authority. Moi, j'ai vraiment approché la bande dessinée en pensant que ça allait être un genre de Elseworld ou genre une vision d'un monde futuriste. Mais on n'est pas là, on est dans la continuité actuelle. Oui, t'as le feeling que c'est un Elseworld. Oui, en exact. lisant, oui, exact. C'est ça, t'as vraiment le feeling que c'est un Elseworld. Puis ça le devient pas. Je me suis posé la question en le lisant, parce qu'éventuellement, on voit Lois Lane. C'est ça qui m'a comme confus. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme un peu compris que c'était dans la continuité, mais ça m'a pris du temps avant de le comprendre, parce que je pensais vraiment qu'on était dans un Elseworld. Puis là, on rencontre... Là, Superman est vieillissant, il a un peu les cheveux gris, tout ça. Puis là, on voit Lois Lane, puis Lois Lane n'a pas l'air d'avoir vieilli dans le dessin. Ouais. Puis là, ça m'a énormément confus. Là. C'est comme, est-ce que dans la continuité de Superman, est-ce qu'il rencontre Lois Lane, tu sais, est-ce qu'il est comme des années plus tard? Parce qu'on le voit au début avec Kennedy. Mais c'est ça qui... Oui, exact. C'est là où ça me fourre. Fait que le Superman de cette continuité-là a rencontré Kennedy... peu de temps avant son assassination. Moi, j'étais sûr que c'était un Elseworld à cause de ça. Il s'est battu, dans l'histoire, il s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce Superman-là. Non, ils font référence que les Minutemen et les... les Minutemen, OK. Les Minutemen et la Sausage Society qui, elle, a opéré ici aux États-Unis existent. Donc, on fait référence au passé du DCU de l'univers dans lequel on est. Mais pour moi, Superman a genre dans trentaine, voire mi-trentaine, a peut-être avancé, mais... Là, on le mettrait comme il y aurait comme 70 ans. Là. Ça fait plus de sens, il me semble. C'est ça. Puis ça veut dire que, tu sais, s'il rencontre Kennedy, parce que c'est en 56 qui s'est fait assassiner quelque chose. 63, OK. Il me semble. Ouais, je sais pas. Il me semble que c'est 63. Ouais. C'était pas notre président. Là. Non. C'est pas grave qu'on n'a pas l'année exacte. Mon président aussi est mort, OK? Là, il s'appelait Jack Layton. Oui. Oh, ça, c'est triste. C'est triste. J'aime beaucoup Jack Layton. Oui, moi aussi. Ça va l'air d'un ouais, ça a l'air tricky en plus. Mais sa femme vient d'être élue à la mairie de Toronto. Ah, ben good! Yeah! Hein? Ouais. Pas besoin de m'écrire, je sais qu'on n'a pas de président au Canada. Là, je fais des blagues. Mais
si qui était adulte quand il était avec Kennedy, disons que on va jouer avec le temps, il a juste 25 ans. Puis il rencontre Lois Lane 5 ans plus tard. Mais Lois Lane devrait avoir l'air plus vieille. C'est comme, j'étais très confus. À cause du dessin, j'étais très confus de l'époque où c'est qu'on était. Je comprends. Puis le design du costume sous-entend qu'on est plus loin parce que c'est l'écusson de nouveau costume, mais c'est l'écusson de Kingdom Come. Ouais, puis il y a comme des petits gants, il y a des pads, il n'y a pas de cap, il est représenté différemment. Et éventuellement, il va revenir à sa cape. À la fin de l'histoire, dans le dernier numéro, là, il revient dans son ancien costume. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Là, c'est tout le temps ça. C'était tout le temps comme on dirait comme une chose après l'autre qui m'amenait une confusion que je savais pas où c'est que ça s'en allait. Puis j'ai fini les 4 numéros, je sais pas où c'est que ça s'en va. Je suis quand même curieux de savoir c'est quoi le plan de Superman pour sauver l'univers. Puis je trouve ça intéressant d'avoir un Superman qui vieillit puis qui est en train de tranquillement perdre ses pouvoirs. Puis que là, il réalise, bon, ben, je m'en vais bientôt, ça fait qu'il faut que je fasse un gros plan pour sauver l'univers. Mais au lieu d'inviter tous mes amis, je vais aller prendre des super-héros puis des super-vilains de série, comme de pas même niveau que nous autres, pour faire ce plan-là. C'est comme, on dirait que c'est... Puis, on le voit dans BD, il gagne tout le temps Superman, puis c'est comme, il joue bien sa stratégie, mais ça sonne pas comme une stratégie gagnante. On dirait Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouais, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de choses dans la BD qui m'ont mélangé. Puis, tout le long, je me disais, il me semble que je devrais plus aimer ça que je suis en train d'aimer ça. Ouais. Puis, est-ce que c'est moi qui est cave? Mais en même temps, il y a des éléments comme Kennedy, son look, la disparité qu'il y a entre son look puis comment il était traité dans les mêmes BD de l'époque il y a un an, qui fait que c'est très mélangeant. Moi, j'ai l'impression qu'on a donné à Morrison un projet, puis il se l'a approprié, puis c'est correct, mais sans vraiment trop le coller à ce qui se faisait déjà en parallèle il y a un an. Puis ça, je trouve que ça arrive tout le temps en BD. Là. On s'entend, ce genre-là arrive tout le temps en comic book américain. Mais, tu sais, man, on dirait que tu essaies d'embarquer dans un train, puis tu finisses juste par passer sous les roues. L'expérience n'est pas agréable. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que il y a des obstacles à l'appréciation de ta lecture. En tout cas, pour moi, c'était ça mon expérience. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'aurais voulu qu'on m'explique et il y a dans les dialogues des choses qu'on me surexplique que j'ai pas besoin qu'on me l'explique. Man, j'ai eu le même feeling. Même affaire. Tout à coup, on tombe dans de l'exposition qui sert à rien. De la science qu'on s'en fout, là. Mais ça, c'est très Morrison, ça. Mais que j'ai pas besoin d'avoir cette information-là pour apprécier la BD. Tandis que là, je me demande c'est qui est dans la case. Mais ça, c'est le truc que je disais tantôt. T'as-tu remarqué que l'art a diffère? Mais énormément. Oui. Premier numéro, ouais, vas-y. Superbe. C'est ça que j'étais pour dire. Le premier numéro est superbe, puis il y a quelque chose de vraiment beau qu'est-ce que l'artiste a fait dans le premier numéro, c'est que quand on est sur les 2 premières pages, on est avec Kennedy, on est dans le passé, il y a un traitement d'image, un traitement de la couleur qui change d'un coup sec dès qu'on est dans le temps moderne. Tout à coup, c'est beaucoup plus bleu, c'est beaucoup plus froid, le temps moderne. Plus d'ombre, c'est plus dark, c'est rempli de noirceur le temps présent, tandis que le temps passé était rempli comme d'espoir. Légèreté, Oui, de légèreté. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais on dirait que... Il y a une colle qui manque. Tu sais, je peux te dire, il y a un clin d'œil que j'ai remarqué, puis ça va juste trahir mon âge, encore une fois. Moi, j'adore qu'ils ont trouvé une manière de pouvoir utiliser l'espèce de super jet, là. L'espèce de bat. C'est comme il y a quelqu'un qui fait la blague d'ailleurs, c'est comme la Batwing, mais pour Superman. Tu sais, qui est c'est Black qui dit est-ce que c'est parce que t'as envie Batman? Exactement. Manchester Black qui dit ça. Puis ça, c'est un jouet que j'avais quand j'étais jeune, l'espèce de navette de Superman. Et parce qu'à un moment donné, Superman avait une navette, qu'est-ce que tu veux? C'est un vieux véhicule. Je pense il est capable de voler puis voler dans l'espace, mais tu sais. Il avait besoin de sa navette. Mais je pense que c'est en partie pour se protéger aussi de la kryptonite. Il y avait une raison canon à un moment donné pour que ça. Mais c'était un des jouets que j'avais quand j'étais jeune. Petit modèle bleu, tu peux mettre un Superman, un personnage dedans. Et quand on voit la forteresse de Superman, bon, un peu à la manière de Batman, c'est un hoarder, fait qu'il y a plein de trucs, des trophées, des choses comme ça. Tu vois le Superjet, ou qu'importe le nom que ça porte. Et pas loin, à côté, tu as une Batmobile que Superman a récupérée. Et c'est la Batmobile en jouet de la même période du jouet que moi j'avais quand j'étais jeune. Alors, je suis en train de me demander
Parce que notre Batmobile-là n'existait pas à l'écran. C'est une Batmobile vraiment là, de l'époque en jouet. Je me demande si c'est un clin d'œil voulu. Mais moi, j'ai fait « Oh shit! » Ça, c'est les trucs que j'avais quand j'avais genre 5 ans en termes de jouets. Fait que je sais pas si c'est volontaire, mais j'ai trouvé ça très spécifique. Puis ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Il y a plein de beaux petits moments comme ça. Puis il y a des moments aussi qu'on se pose des questions, tu sais. Il y a un groupe de méchants vers la fin, puis il y a Red Cross qui est là, qui est comme un méchant. Genre nazi. Néo-nazi. Puis avec lui, dans son groupe de méchants, il y a des personnes comme de toute origine et tout ça. Ouais. Puis c'est jamais, tu sais, il pseudo-explique pourquoi ils sont là, qu'ils sont d'accord d'être avec Red Cross, mais c'est pas vraiment expliqué. Puis l'explication est tellement mince que c'est comme, tu voulais juste plugger Red Cross. Ouais. On dirait que c'était facile puis que c'était maladroit. J'ai pas compris cette affaire-là. J'ai eu l'impression qu'ils ont voulu dire... Je sais même pas pourquoi ils vont se battre contre eux autres. Moi non plus, man. J'ai essayé de comprendre c'est quoi l'espèce de conflit à la fin. Là, puis ça se passe en deux niveaux. T'as Superman et Lois qui sont dans la petite ville de Kandar, la ville rapetissée des Kryptoniens. Puis t'as ce conflit-là quelque part. Puis comme tu disais, Red Cross et ses associés, il y a comme du monde qui sont sortis de la diversité. Puis là, t'es comme, mais... Oui. Je pense que la critique, c'était... Lui veut pas être avec eux autres, puis eux autres voudraient pas être avec lui. Ça fait que... Non, je pense que la critique, c'était que tu peux être de n'importe quelle allégeance puis finir par être une merde. C'est ça qu'il voulait dire? Je sais pas catché c'était quoi le... Puis parce qu'il insiste beaucoup là-dessus. Fait que j'ai fait comme... Ils veulent nous dire de quoi, là. C'est l'auteur qui veut souligner quelque chose. Oui. Puis l'explication du personnage qui tient Black par la tête, là, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du méchant, mais qui est quand même un gentil. Ouais. C'est jamais clair. L'association, pourquoi. Ouais. Non, c'est ça. C'est très confus notre explication, mais moi, c'est l'expérience mais je pense que ça représente la BD. Ça représente très bien la BD. Non, c'est ça où j'allais. C'est là où j'allais. Je trouve que ça représente très bien mon expérience de bande dessinée. Il y a d'autres bandes dessinées de Morrison que j'ai lues par le passé que j'étais confus, mais je savais que c'était dû au fait qu'il y a un style d'écriture très comprimé qui fait référence à beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, à un certain passé du DCU. Mais je sais que les clés existent et elles sont quelque part. Tandis que là, peut-être parce que l'art, par moment, est dégueu. Puis c'est pas l'art de Mike Janine, c'est l'art de d'autres personnes. Non, que son art à lui est super. Lui, c'est malade, mais les autres, ça fait dur. Je trouvais que c'était une expérience bâclée. C'est le feeling que j'ai eu. Puis là, il y a soit un fantôme ou ton kid qui vient de rentrer en arrière de toi. J'ai fait le saut. Qui s'est passé. Il était parti faire de l'escalade. Colin, ils sont motivés, les kids. Mais je suis content que ce soit pas juste moi qui a senti ça. Je vois qu'il y a comme quelque chose qui collait pas. C'est peut-être juste parce que c'est pas pour moi. Oui, mais tu sais, le mystère... Je veux savoir c'est quoi le plan de Superman. Mm-hmm. C'est que, tu sais, quelque part, je serais prête à continuer à lire, mais on dirait que j'étais tellement perdu que j'ai pas tant d'intérêt non plus en même temps. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais lire un résumé, je vais aller écouter quelqu'un sur YouTube qui résume, qui explique l'histoire. Qui va l'avoir lu pour nous. Il y a des très bons YouTubers qui font ça, là, puis c'est une bonne manière de se retrouver. Mais je suis désolé, Yoann, que tu as eu à vivre ça. J'aurais voulu que tu tombes sur une très bonne BD de Superman. Je pense que l'avantage, comme tu étais extrêmement occupé, c'est juste 4 numéros, quoique... sont longs à lire parce qu'à un moment donné, ça jase pas mal. Mais ça parle beaucoup, mais c'est que ça mène à rien. On dirait qu'il y a beaucoup de conversations qui ne font pas progresser l'histoire, qu'on a le goût que l'engrenage prenne dans l'histoire. Ah ouais, on y va. Oui, c'est ça. Raconte-moi. Ils ont gardé aussi tout un mystère autour... Apparemment, ils sont en train de créer un nouveau mystère, en tout cas, autour de la kryptonite. Oui. Tu sais, il le hint un peu. Mais c'est pas adressé. La vérité à propos de la kryptonite, oui. Oui. Mais encore. Tu sais, je comprends si on est au début de l'histoire, t'as pas besoin de tout révéler, tu sais, comme garde le lapin un peu caché jusqu'à attendre le grand reveal, mais un moment donné, ça a été 4 numéros de juste ça. Juste juste du mystère sur du mystère sur du mystère. C'est que... Ouais. Je suis désolé, Yoann. Mais parce qu'à la fin, il part pour War World. Yep. Puis je suis comme,
D'accord. Je sais pas pourquoi vous y allez. OK, salut, là. Bye-bye. Bye-bye. Amusez-vous bien. Pourquoi t'amènes pas... Ma première question, c'est que pourquoi t'amènes pas Wonder Woman encore? Tu peux l'expliquer? Oui, je me suis dit, OK, pourquoi il amène pas la Justice? OK, puis ouais, OK. Tu sais, t'as ton ami Green Lantern, là, je suis sûr que tu l'as sur speed dial. Tu peux comme juste l'appeler. Êtes-vous chicané, là? C'est pour ça que vous parlez pas? Oui, pourquoi tu veux tous ces méchants-là autour de toi? Oui, tiens. En tout cas. Puis t'as littéralement un personnage qui est Batman. Oui, mais ça, c'est le Midnighter. Ça, c'est Midnighter Oui, Apollo, Midnighter. qui étaient des personnages de Wildstorm jadis. Là. Puis, je le trouve très cool. Yes. Je le trouve très cool. Mais c'est comme c'est drôle d'avoir Superman qui va chercher un autre Batman. Au lieu d'aller chercher Batman, il décide... La version Wish. C'est peut-être en même temps... OK, c'est peut-être l'ego de Superman. C'est que c'est dit, si je vais chercher toutes ces personnes-là, eux, ils vont avoir une opinion sur mon plan. Mais tu sais quoi? Puis là, si je vais prendre tout du monde qui me questionne pas, qui vont faire exactement ce que je veux, c'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste l'ego de Superman qui est pas capable de travailler en équipe. Mais pour moi, c'était un autre indice initialement, qui indiquait que c'était un Elseworld. Parce que je pensais que ça allait devenir une équipe de frappe assez rapidement. Et que c'est pour ça qu'il est allé chercher le Midnighter et Apollo, des personnages qui étaient, disons, qui n'ont pas peur de tuer, par exemple. Surtout Midnighter. Pardon. Fait que je pensais qu'on allait aller là. Mais tu te rends compte en lisant, ah non, c'est surtout à la fin qu'on dit la suite dans Action Comics qui est numéro 1038. Là. Ouais. Ah non, OK, c'est actuel, ça. Mais là, pourquoi je viens de traverser pourquoi je viens de passer à travers ces 4 numéros-là? En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu le recommanderais pareil? Même si tu l'as pas aimé? Je pense, si vous êtes un méga fan de DC, que vous connaissez ça. Là. Vous connaissez ça, puis que peut-être que vous allez lire les 4 numéros puis dire « Ah, je sais exactement où c'est que ça s'en va, c'est ça le plan, puis ça va être génial. Mais j'ai comme l'impression que si vous êtes plus casual, un peu comme moi, avec DC, que vous lisez comme... Moi, DC, je lis juste comme... Ah, tout le monde a dit que cette histoire-là est vraiment bonne, puis là, je vais lire le numéro. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je lis du DC. C'est en tout cas, moi, qui est plus néophyte, non, je le conseillerais pas. Si vous êtes comme moi, je le conseillerais pas. Si vous n'êtes pas comme moi, puis que vous êtes un méga fan de DC, go. Même affaire. C'est la même affaire que toi. Je pense que si vous êtes vraiment dans la continuité, peut-être qu'en ce moment, vous sacrez après votre balado, vous êtes comme une de deux crétins. Vous êtes vraiment fâché contre nous autres. Mais comment ça, vous n'avez pas compris? mais explique-moi. On va aller prendre une bière. On va aller s'asseoir, tu vas m'expliquer ça. Prochain live. Au prochain live. C'est ça. Mais on va se laisser là-dessus. Merci, Johan, d'avoir accepté d'avoir fait l'émission cette semaine. C'est bien difficile de parler une heure tout seul. Fait que j'aurais pas été capable. Je suis surpris qu'on a fait autant de temps. Oui, également. Oui, c'est ça. On aurait été capable de faire nos heures, comme on dit. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu veux plugger avant qu'on y aille? Je sais que vous travaillez sur 2 films en ce moment. Je sais pas si on peut en parler, s'il y a des choses qui sont annoncées. Il y en a un des deux qui n'est pas 100% annoncé, donc je peux même pas dire son titre. Okay. Mais on est dans la dernière lignée, c'est dans la dernière ligne de la post-production, c'est que gardez vos yeux ouverts dans les prochaines semaines, mois. On devrait avoir des belles choses à annoncer. Parfait. On a eu, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a eu quelques screening tests et le monde a beaucoup aimé. Okay. J'espère que vous autres ou que le public va beaucoup aimer. Je fais bien des farces, mais je suis très, très fragile. Oui. Fait que, s'il vous plaît, si vous aimez, dites-moi-le. Si vous aimez pas, femme ta gueule. écoutez-moi, faites juste pas me le dire. Exact. Puis, je suis tout bien sensible. Non, écoute, quand tu mets ton autant d'énergie puis ton âme dans des projets, puis tu sais que tu peux pas nécessairement avoir le contrôle de tout, parce qu'il y a des décisions qui t'échappent. C'est difficile de réussir des films au niveau de budget que nous, on fait. Tous nos films sont un peu un miracle. C'est que... Ouais. On va vous souhaiter un spawn. Oui, hey, ça serait fou. On va leur souhaiter un spawn. RKSS Spawn. Hashtag RKSS Spawn sur Twitter. Quoique, je sais plus si Twitter est encore une marque de quelconque mouvance objective. Je sais pas. Je sais que maintenant, si t'as pas... J'ai pas de compte Twitter. Non. Ben, j'en ai un. T'en avais un, mais ouais. Je l'ai abandonné il y a des années, puis j'ai pas de password. Il faudrait que je retrouve mon password. Mais maintenant, tu peux plus y aller si t'as pas de compte. Depuis comme 48 heures. Ah ouais? Tu peux même pas regarder des tweets si t'as pas de compte? Je peux plus le faire. Ah, fun times.
Ouais, il va peut-être falloir que je retrouve mon password si je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Surtout, est-ce que je suis curieux Non, de trouver qu'est-ce qui se passe pas sur vraiment. Twitter? C'était fun Twitter en 2011, mais maintenant, c'est rendu un petit peu n'importe quoi. Tu sais que même les nouvelles canadiennes vont être retirées de Google prochainement. Tu ne pourras pas googler, mettons, Radio-Canada. Ça va être des ententes directement avec Facebook puis Google. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'une loi canadienne. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais ça s'en vient. Je vais te laisser, oui, Yoann, parce que je vois que tes enfants veulent probablement écouter un show sur la grosse TV. Tu es dans le salon en ce moment. Oui, je vais te libérer. Moi, je vous rappelle que le show avec Samuel Quentin le jeudi 27 juillet, ça s'en vient, 17h. La tente à podcast, c'est quoi? Je pense que c'est ça, la tente à podcast, c'est quoi? Dans le cadre de Juste pour rire. Puis sinon, il va y avoir un show la semaine prochaine. Puis éventuellement, les gars vont revenir parce que l'été, il va pas durer à jamais. Contrairement au smog. Fait que c'est ça. Merci tout le monde. Merci Yoann. Wishlisté, le jeu de Turbo Kid. Yes. Allez sur Patreon. Bye. Ciao. Merci.